Vous le disiez dans le sommaire, sommes-nous réellement proches d'un accord imminent sur le Brexit? Après 10 mois de négociations acharnées, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont aujourd'hui dans l'attente d'un accord historique sur leurs futures relations commerciales. On en parle avec mes invités. Bonjour Dominique de Montvalon, vous êtes journaliste politique. Merci d'être avec nous. Jean-Lin Lacapelle, député européen du Rassemblement national. Merci d'être ici. Julien Borozic, député de La République En Marche de la Loire. Bonjour. Et bonjour à vous, Eddy Haït, maire de Carrières sous Poissy. Alors, c'est vrai, Dominique de Montvalon, d'abord cet accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il permettrait in extremis de ne pas tomber dans un no deal. Oui. On peut penser qu'il aura lieu. Dans un marathon, c'est le dernier kilomètre. Ceux qui font le marathon le savent, qui est le plus délicat, le plus difficile. Et puis cette histoire de zone de pêche, c'est quelque chose qui se joue, j'allais dire, au millimètre. Enfin bon, je dis ça de façon symbolique. Moi, ce qui me frappe dans cette aventure de la sécession, de la reprise de liberté de nos chers amis britanniques, c'est que les 27 ont fait bloc. Et quand on se souvient les estimations, les pronostics, les hantises ou les espoirs de certains il y a seulement un an et demi, c'était de dire ça va disloquer l'Union européenne. Ben, l'Union européenne, elle est unie. Bon, pour autant, il ne suffit pas d'être unie pour que l'accord soit au rendez-vous, mais probablement va-t-il l'être. Au passage, juste une pensée, et un peu plus même, pour tous ces chauffeurs routiers qui sont bloqués. Bien sûr. Non seulement ils vont perdre Noël en famille, mais les conditions dans lesquelles ils sont bloqués, ne pouvant plus avancer, sont des conditions poignantes. Jean-Lin Lacapelle, c'est vrai que le Rassemblement national a été souvent, en tout cas assez longtemps, eurosceptique. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision sur justement ce Brexit et ces négociations qui peuvent aboutir? Nous sommes pro-européens, que les choses soient claires. En revanche, nous sommes très opposés au concept de l'Union européenne fédérale. Donc nous sommes pour une grande Europe des nations. C'est ça notre concept. Et là, vous me parlez de la question, vous me posez la question sur le Brexit. Il y a plusieurs mois maintenant, les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne par voie référendaire. C'est donc le peuple qui a décidé de sortir de l'Union européenne. Depuis 10 mois, il y a des négociations qui sont menées en effet avec l'Union européenne pour trouver un accord constructif entre les deux parties. Et l'Union européenne, vexée, humiliée par ce départ des Britanniques, essaie de se venger, essaie de punir l'Union européenne. Et c'est ainsi que c'est assez conflictuel depuis le départ. Alors, très sincèrement, Michel Barnier, qui est responsable des négociations avec le Brexit, la semaine dernière, j'étais au Parlement européen, a refusé de venir en commission, parce que je siège en commission du marché intérieur, a refusé de venir en commission, alors qu'il était prévu, à l'ordre du jour, pour présenter les points d'achoppement et les points de tension qu'il y avait avec les Britanniques. Donc, je trouve ça pas normal. Un accord, c'est win-win, comme on dit. C'est gagnant-gagnant. Je souhaite qu'il trouve un accord, en effet, avec l'Union européenne, notamment avec les Français, et je pense au monde de la pêche, qui attend impatiemment, bien sûr, une issue positive à ces négociations. Juste un mot pour dire que Michel Barnier se révèle depuis plusieurs mois un remarquable négociateur. Alors, c'est pas forcément l'avis de Jean-Lin Lacapelle. Julien Borozic, est-ce que vous partagez l'avis du député européen sur justement cette question? Est-ce que Michel Barnier a tout fait pour planter cet accord? Alors, je pense que ça a été un formidable négociateur dans une discussion particulièrement compliquée. Je reprends les termes de Jean-Louis Bourlange qui disait l'Angleterre avait un pied en Europe et un pied en dehors avant, et ce sera l'inverse après. Je pense que l'Angleterre a probablement, on parlait tout à l'heure de référendum, a probablement peut-être pas tout à fait pressenti, ou en tout cas expliqué aux Anglais, aux Britanniques, la complexité de ce qu'est un Brexit, la complexité que représente la sortie de l'Union européenne. En tout cas, la question aujourd'hui, c'est, et ça vient d'être dit, c'est la force que les Européens ont montré en faisant bloc et en disant on va négocier pied à pied, parce qu'il y a un domaine effectivement qui est important, et en particulier qui concerne la France, c'est la pêche. Mais on avait aussi des discussions sur le fait qu'on ne souhaitait pas que l'Angleterre devienne un Singapour sur Tamise, comme on l'a dit. Parce que un espèce de paradis fiscal. Eh ben oui. Donc il y avait toute cette négociation-là sur la partie économique et sociale qui nous paraissait particulièrement importante, et en particulier du côté français.
Donc voilà, des négociations qui sont difficiles, mais en aucun cas, je pense que nous avons voulu planter. Au contraire, je pense que c'est une difficulté de négociation. Évidemment, c'est une difficulté de négociation, mais je crois que l'Europe sort grandie de cette opération. L'accord n'est pas conclu, donc on verra. L'accord n'est pas conclu. Bien sûr. En revanche, vous verrez, rendez-vous dans quelques mois, vous verrez la croissance en Grande-Bretagne, vous verrez qu'ils seront sortis des procédures bureaucratiques insupportables, vous verrez qu'avec une dose de protectionnisme, pas de boule de cristal, ils mais ont privilégié leur entreprise. On peut se donner rendez-vous. Vous verrez qu'avec un traité de Schengen qui finalement ne protège de rien, vous verrez que là aussi, ils seront protégés des migrations. Eddie Haït, juste avant de vous donner la parole, on est en ligne avec vous, Guillaume Clossat. Bonjour, vous êtes fondateur d'Europa Nova. Selon les informations de l'AFP, Boris Johnson est en train un peu de rétro-pédaler et est en train de faire certaines concessions, de larges concessions pour arriver justement à ce deal. Oui, mais enfin, ma conviction, moi, depuis plusieurs mois, c'est qu'on arrivera à un deal parce que Boris Johnson y a intérêt. Le déterminant, ça a été l'élection américaine. Et le deuxième déterminant, c'est que la majorité des citoyens britanniques veulent un deal. Et donc, il est un peu l'otage d'une minorité de conservateurs, mais tout le reste, et notamment les milieux économiques, industriels et financiers, poussent pour que ce deal ait lieu. Par ailleurs, sur l'unité des Européens, j'aimerais rappeler qu'elle a été totale depuis le lendemain du vote britannique, c'est-à-dire depuis le 24 juin. Elle n'était pas attendue, mais des personnalités de toute l'Europe se sont mobilisées, les patrons des groupes politiques, pour qu'il y ait une pression. Et elle a été totale pour une raison très simple, c'est que l'opinion publique européenne dans tous les pays a progressé et a souhaité cette unité. On est à des niveaux d'attachement au projet européen et à l'Union européenne qui sont du même niveau qu'avant le référendum de 2005. Il faut juste être conscient qu'il y a eu une pression des opinions publiques pour que cette unité ait lieu. Donc ce n'est pas le hasard. Oui. Et puis par ailleurs, les Européens ont pris conscience qu'ils avaient des intérêts, notamment par rapport au Royaume-Uni, qui sont très forts. Alors géopolitiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Une sorte de contradiction, c'est qu'il y avait... Enfin, le Royaume-Uni croyait qu'il y avait une relation spéciale avec les États-Unis d'Amérique. Les Américains ont rappelé récemment que s'il y avait un partenaire spécial en Europe, c'était l'Allemagne, ce n'était pas le Royaume-Uni. Maintenant, la relation spéciale, elle va avoir lieu avec l'Union européenne. L'Union européenne et le Royaume-Uni auront désormais une relation spéciale et unique en son genre. Bien sûr, avec son plus proche voisin. On dit toujours que son meilleur partenaire économique, c'est son plus proche voisin. Guillaume Clossat, sur ce débat dont on avait sur ce plateau, sur cette question de Michel Barnier, est-ce que, c'est vrai, l'Union européenne n'avait pas intérêt à ce que finalement ce Brexit se passe pas bien pour ne pas donner d'autres idées à d'autres pays ? L'Union européenne avait intérêt à ce que ces principes soient respectés pour ne pas donner d'autres idées, en effet, à d'autres pays. Mais croyez-moi, il n'y a aucun pays aujourd'hui, ni la Pologne, ni la Hongrie, qui veulent sortir de l'Union européenne parce qu'ils en voient les avantages financiers et les avantages politiques et géopolitiques. Et donc, de toute façon, on y avait intérêt parce qu'il fallait qu'on fasse bloc et qu'on montre qu'on est une voie qui préserve le projet européen. Parce que les Britanniques, ils veulent quoi ? Ils veulent tous les avantages du marché intérieur et de l'Union européenne sans en avoir aucun inconvénient. Et là, il y a une contradiction. Et donc, on leur a dit, OK, si vous voulez accéder au marché intérieur, c'est très simple. Vous devez respecter des règles en matière de convergence économique, sociale, environnementale, et de soutien public aux entreprises. Et ce qu'est en train de faire M. Johnson, c'est dire finalement, OK, sauf qu'on va mettre en place un processus qui va coûter et au Royaume-Uni et à l'Union européenne pour vérifier que le Royaume-Uni respecte bien les engagements qu'il a pris, puisqu'on met en place une sorte de processus de convergence. Et si on voit une divergence, eh bien... l'Union européenne pourra soit fermer ses frontières, soit mettre des taxes aux produits britanniques. Guillaume Clossat, vous restez avec nous. Eddie Haït, c'est vrai que sur cette question du Brexit, vous partagez cette opinion. C'était un peu un win-win entre les deux. Alors, quand vous êtes maire d'une ville de moins de 20 000 habitants comme moi, le Brexit, ça vous paraît assez éloigné de la vie quotidienne et des actions que vous avez à mener. Et pourtant, ça relève deux choses. La durée de ces négociations, il aura fallu près de 5 ans
pour aboutir à la mise en application de la décision souveraine du peuple britannique. C'est quand même très très long à comprendre. Et deux, je pense que l'accord, s'il arrive, et il arrivera seulement au bout de la fin de la période transitoire. Donc du coup, on arrive au bout du chemin qu'il fallait mener avec le peuple britannique, ne devrait pas dispenser nos institutions européennes de repenser notre modèle. On évoquait tout à l'heure la Pologne et la Hongrie qui piétinent les valeurs de l'Union européenne aujourd'hui. Est-ce que le Brexit ne peut pas être l'occasion de refonder un petit peu l'idée d'Europe et de s'interroger sur ce que doit être notre construction européenne? Et je voudrais rassurer monsieur Jean-Alain Lacapelle, on est encore très loin d'avoir construit une Europe fédérale et sachez-le que je le regrette. Je pense que voilà, il nous faudrait une Europe fédérale pour fonctionner et relever tous les défis climatiques, environnementaux et sociaux et sanitaires qui s'annoncent et qui vont encore être plus puissants à venir. Dominique de Montvalon. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas soumettre à voie de référendum tout de même les peuples européens sur ce qu'ils pensent aujourd'hui de la conception européenne. Parce que le précédent intervenant tout à l'heure dressait un schéma très positif, mais très sincèrement, pendant la première vague du Covid, l'Union européenne a été en dessous de tout. On a abandonné les peuples qui levaient le doigt et qui lançaient un SOS. C'était notamment le cas des Italiens. Il a fallu 6 semaines pour que l'Union européenne se réveille et livre et mettre à disposition du matériel de protection, des masques notamment, à l'Italie. Donc on a été en dessous de tout. Et on voit bien, sur des sujets comme celui des frontières, on voit bien qu'il y a une véritable complexité à réguler l'immigration en Europe parce qu'il n'y a finalement aucune cohésion. Et on le voit aussi, même dans le développement du Covid. Quand aujourd'hui les Américains ont vacciné 1 million de personnes, les Britanniques à côté vaccinent déjà chez eux. Ça n'a rien à voir. Si, ça n'a rien à voir. Mais si, monsieur Savoir, on en reparlera si vous voulez. Non. La Chine, aujourd'hui, vaccine. La Russie vaccine, les Américains vaccinent, les Anglais, chaque côté de nous, vaccinent, avec notamment le vaccin Pfizer. Pourquoi dans l'Union européenne, on met autant de temps? Parce qu'il y a des procédures administratives extrêmement longues. Non, parce qu'il y a sans doute aussi un contrôle renforcé, peut-être, non? Et en termes de négociation, on était assez mauvais parce qu'on a privilégié le prix. Et je crois que quand on est en guerre, ça n'est pas le prix qui devait être la clé d'entrée, ça devait être l'efficacité et la rapidité. Juste là-dessus, rappeler à M. Jean-Alain Lacapelle, mais qui doit le savoir, que ce sont quand même les États qui font fonctionner l'Union européenne aujourd'hui, qu'il n'y a pas un État fédéral. Et c'est parce que ça dysfonctionne qu'il faut une Europe qui travaille mieux, qui fonctionne mieux et qui soit plus intégré sur les piliers environnementaux, sociaux, climatiques et sanitaires. Il faut franchir un cap maintenant. On ne peut pas continuer comme ça. C'est la vision libre-échangiste, monsieur. C'est la vision libre-échangiste, exactement, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes retrouvés dans une situation extrêmement fragile pour justement se confronter au Covid. Et rappelez-vous, notre outil de production est en Chine et en Inde. On l'a dit. La Chine, c'est la plus grande pharmacie du monde. Le matériel de protection était fabriqué là-bas. La réponse, c'est la souveraineté européenne. Et voilà pourquoi nous avons été extrêmement fragiles. Il y a la question fragiles. de la souveraineté qui est revenue régulièrement sur la table, sur tous ces points. Mais moi, ce qui me frappe, pourquoi les 27 ça rassemble les 27 des pays qui ont une histoire, une géographie, une sociologie fort différente et des aspirations fort différentes au travers de leur peuple. Pourquoi ils font bloc? Et c'est capital, il y a la négociation, elle va finir par aboutir. Mais pourquoi ils font bloc? Parce qu'ils voient l'état du monde. Parce qu'ils voient ce qui se passe en Chine, parce qu'ils voient ce qui se passe chez nos chers amis américains, auxquels nous tenons, et nous savons ce que nous leur devons dans notre histoire. Nous savons que les Américains d'aujourd'hui, même sans Trump, ne sont plus les Américains d'hier et d'avant-hier. Et donc, et je pourrais continuer, la description fut-elle sommaire. Donc il y a... Mais oui, ce qui fait bloc. Oui, à l'Europe unie, oui, à la grande Europe des nations, celle que nous avons toujours défendue. Mais pas à l'Europe totalement dissoute. Vous dirigée par les technocrates de Bruxelles. C'est là où il y a une véritable différence. Vous inventez un fantasme, c'est l'Europe fédérale. Elle n'a aucune actualité aujourd'hui, ni même après-demain. Mais j'ai noté... Tout est décidé à Bruxelles. Puisque vous me contredisez, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique, je vous... dit que j'ai noté d'ailleurs que vous vous êtes affirmé pro-européen à votre façon, dans votre vision des choses. C'est très significatif. Aujourd'hui, il n'y a pas un Européen dans les 27, et même au-delà, mais les 27, ça fait du monde. Il n'y a pas un Européen qui croit qu'il peut s'en sortir sans une unité qui n'est pas le fédéralisme, mais il faut faire bloc. Et au travers de cette histoire de négociation avec la Grande-Bretagne, qui est une histoire forcément compliquée, etc., c'est ça qui se joue. On ne s'en sortira pas. Au-delà de nos différences, et elles sont considérables entre les 27, on ne s'en sortira pas. Vous avez tout à fait raison. Mais comme justement, vous l'avez dit, au-delà des différences. Vous me donnez un Borozic. Mais bien sûr qu'il y a des... On ne s'en sortira pas sans faire un bloc. Oui, à la grande Europe des nations, et que chacun garde sa souveraineté. Julien Borozic va vous répondre. Merci. Non, mais simplement sur le versant santé, je voudrais recadrer un certain nombre de choses. J'ai entendu ce que vous disiez sur l'Italie. Je vous rappelle quand même qu'un certain nombre de transferts de patients ont eu lieu. C'était un formidable élan de solidarité entre les pays européens. Donc ça a fonctionné. S'agissant du vaccin,
vaccins. Je crois qu'il y a un problème depuis le début, c'est celui que nous avons voulu mettre en avant en Europe et particulièrement en France, c'est celui de la pédagogie. C'est-à-dire de prendre en charge les données qu'on nous avait transmises via l'Agence européenne du médicament et de valider en temps et en heure. Soit dit en passant, le décalage n'est que de 15 jours, 3 semaines. Je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose. Vous parlez de pédagogie, 57% des Français qui ne veulent pas être vaccinés. Laissez Julien Borowczyk terminer et vous lui répondez. Il y a mieux. Hein. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue dans la pédagogie et la confiance. Et je voudrais que vous y participiez également. S'agissant de la souveraineté, je pense qu'il faudra qu'on se pose la question plus en avant de la souveraineté. Mais au-delà de ça, je suis bien placé pour en parler. Étant président de la commission d'enquête coronavirus à l'Assemblée nationale, honnêtement, est-ce que vous savez s'il y avait assez de masques aux États-Unis? Est-ce qu'il y en avait assez en Angleterre? Est-ce qu'il y en avait... Non. C'est-à-dire plus de 95% de la production était en Chine. Donc, vous savez, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème mondial, effectivement. Soit dit en passant, la France est un des seuls pays en Europe, avec l'Allemagne, à produire des masques. Donc, vous voyez, tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas non plus... D'où une pandémie terrible qui a duré 4 mois. Justement, avec une pandémie terrible qui a mis à mal tous les systèmes de santé partout dans le monde, parce que, de manière totalement exceptionnelle, personne ne l'aurait prévu, ni vous, ni moi. Donc, voilà, je crois que la question aujourd'hui, c'est de travailler. On reparlera du scandale Salomon. On en reparlera. Scandale Salomon qui n'est pas au bout de sa procédure. Je vous l'assure, on en reparlera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette actualité un peu au Royaume-Uni du Covid qui se télescope avec ces routiers qui sont bloqués. Et je vous propose de les écouter. On va les écouter dans une seconde, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ces deux actualités qui se télescopent. Hein. Ces routiers qui sont bloqués avec cette crise du Covid. On a vu ces files d'attente qui étaient gigantesques. Sébastien, est-ce que vous avez ces routiers qu'on va écouter justement tout de suite? Nous sommes ici depuis 4 nuits. On n'a vu personne. On n'a pas de toilettes, pas de poubelle. Où allons-nous aller? Cet endroit est dégoûtant. Les gens sont frustrés, il y a des hurlements, les gens ont peur. Doit-il y avoir un accident pour que quelqu'un décide enfin de se dire « nous devons faire les tests et laisser les gens partir » Comment les gens vont arriver jusqu'au ferry? Messieurs, c'est ça aussi le Brexit sans aucun deal. C'est-à-dire que les Royaumes-Unis deviendraient un pays finalement, un pays tiers. Et en cas de crise, en cas de pandémie, eh bien, les échanges seraient vraiment très fortement perturbés, Julien Borowczyk. Oui, bien sûr, inéluctablement. Bon, là, on est, je me répète, dans une situation particulièrement exceptionnelle s'agissant du virus. Mais il faut bien comprendre que oui, effectivement, nous avons un pays qui va devoir prendre ses responsabilités là-dessus. Et nous aussi, prendre et acter de tout ça. Voilà, mais bon, je reviens rapidement sur cette histoire des chauffeurs routiers. C'est une situation absolument tragique qui est en train de se passer. Ils n'ont pas forcément les tests, ils n'ont pas forcément accès à des sanitaires, à la nourriture. Enfin, voilà. Moi, je souligne quand même que la France a acté le fait de pouvoir opérer ces transferts. Je pense que c'est important. Je voyais les témoignages de routiers français qui disaient on espère que ça sera pour tous les routiers européens et pas seulement pour les Français, pour justement éviter qu'il y ait cette, entre guillemets, ségrégation. Donc c'est important, ce message-là qui est envoyé par la France, parce que les conditions sont tragiques. Dominique de Montvalon, et on passera à un autre sujet après. Juste un petit mot. Juste après, pas de souci. Je vous passe le ballon juste après. Comme au rugby. Non, moi, ce qui me frappe, il y a ce que vivent les chauffeurs routiers est poignant. Enfin, c'est dramatique. Bon. Mais ce qui doit frapper aussi, pas à la place, ce qui doit frapper aussi, c'est l'ampleur des files de camions qui attendent. C'est la preuve concrète pour ceux qui en doutaient ou qui étaient qui en doutaient ou qui ne le savaient pas, etc. L'ampleur des flux commerciaux à l'intérieur de l'Europe, mais Brexit ou pas Brexit, entre la Grande-Bretagne et l'Europe. C'est ça la réalité de notre monde d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une Europe qui fasse bloc au-delà de ses diversités, en les intégrant naturellement, parce que sinon, on va être marginalisés, nous les Européens, marginalisés par rapport à la reconstruction d'un monde sur des bases assez différentes, où nous ne sommes plus, nous Européens, les prioritaires. Les priorités, eh bien, nous devons à notre façon les imposer Jean-Alain Lacapelle, en 10 secondes, parce qu'on passe ensuite à un autre sujet. Vous allez croire que je cherche la polémique, mais c'est la démonstration. Pas du tout. Mais c'est la démonstration qu'on a découvert que le virus pouvait avoir un passeport. Parce que je vous rappelle quand même, pendant
tout un semestre cette année. Bon. On nous a dit, Emmanuel Macron... Non, mais attendez, laissez-moi terminer mon propos tout de même. Allez-y. On nous a dit que le virus n'a pas de passeport. Oui, il en a un. Donc on a décidé de fermer par mesure de précaution les frontières. Je crois que c'est une bonne chose. Mais elles ont été rouvertes pour les passagers, notamment, qui viennent en train. Et c'est une très bonne chose. Ce qui n'est pas normal, c'est la manière dont sont traités, en effet, les... Oui. Bon, Il devrait y avoir des tentes avec des tests et on devrait pouvoir réguler rapidement l'entrée. Et ça n'a pas été organisé, ça n'a été pas vrai. C'est bien dommage. Je vous promets. On est sur une mesure qui était une mesure qu'on en reparlera. Et sage. Je remercie Guillaume Clossard, merci, fondateur d'Europa Nova, d'avoir été avec nous. Vous nous tiendrez évidemment au courant si vous aviez des informations assez rapidement sur ce Brexit. Restez avec nous sur Midi News. Dans un instant, on reviendra sur ce Noël. Si ça tape, pas plus. À tout de suite. De retour sur Midi News, merci d'être avec nous. Je vous le disais tout à l'heure en sommaire, un Noël pas comme les autres. 6 à table, recommande le gouvernement pour éviter au maximum les contaminations. Évidemment que dans beaucoup de situations, messieurs, ça sera impossible. Dominique de Montvalon, c'est vraiment un Noël pas comme les autres, celui de 2020. C'est un Noël pas comme les autres qui succède à des mois entiers pas comme les autres. Hein. Et sans compter ceux qui, selon toute vraisemblance, se profilent pour le début de l'année 2021. Bon, vous insistez, vous avez raison, on est tout près de Noël, sur les conseils de précaution qui ont été donnés, 6 à table, enfin 6... oui, dans la mesure du possible, bien sûr. 6-10, on ne va pas faire du formalisme, mais c'est quand même énorme et ça ne correspond pas à ce que traditionnellement nous avions tous les uns les autres l'habitude de faire. Vous savez, la réalité, c'est que 90% des Français ont été extraordinaires dans le respect presque scrupuleux des consignes de précaution. Pas parce que c'est venu d'en haut, pas parce que c'est venu d'Emmanuel Macron, mais parce que c'était ce qu'ils ressentaient comme une façon de se protéger et de protéger les leurs. Et vous avez même dans des sondages une majorité forte de Français qui voudraient à la limite que les mesures de précaution soient encore plus fortes. Vous avez même accessoirement, si je puis dire, quelques élus, même d'opposition, qui demandent même à ce qu'un reconfinement ait lieu régionalement, localement ou nationalement. Le 26. Voilà, il faut faire avec et plus que jamais, on s'aperçoit de la vérité, après chacun la décline comme il veut, de la vérité de la formule, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Oui, effectivement, un Noël pas comme les autres, mais Noël quand même. On a inventé le Noël résilient, certes, mais les gens vont c'est vrai quand qu'il y a même... des pays qui ont fait une croix dessus, On pense notamment au Japon, on pense notamment aussi à l'Italie, qui a aussi... fait une croix sur ces festivités. Oui, donc un Noël résilient. Même une partie de l'Angleterre. Avec des Français quand même qui font preuve de bon sens, qui globalement affirment vouloir respecter les consignes, se protéger. Ils protègent leur famille, ils protègent leurs enfants, leurs parents, les grands-parents, les grands-pères, les grands-mères. Donc il y a quand même une démarche assez bienveillante qui se met en place. Et je pense qu'il faudrait ne pas la rendre plus anxiogène qu'elle l'est déjà, en ajoutant une épée de Damoclès sur la crainte d'un reconfinement. Et pour ça que je ne partage pas l'avis de mes collègues maires qui préconisent des reconfinements régionaux et autres. Ça ajoute de l'anxiogène, ça ajoute de l'angoisse. À un moment donné... réalité hospitalière. Non, mais on la partage tous. Quand vous avez à gérer des populations, que vous soyez un maire particulièrement exposé ou moins exposé, vous gérez des populations en angoisse, dont la santé mentale s'est considérablement dégradée depuis des mois et des mois, avec des intentions suicidaires chez les jeunes qui ont plus que doublé. Donc les maires, ils sont en première ligne, mais comme d'autres professions, comme les personnels de santé, comme nos médecins traitants, qu'on oublie beaucoup pendant cette période. Il n'empêche qu'il faut mettre un peu de bienveillance et rappeler que cet esprit de Noël, c'est un peu de fraternité. Les gens vont se retrouver. Nous sommes une communauté humaine qui a besoin d'un cap et d'un horizon. C'est pour ça que moi je crois beaucoup à une grande campagne de pédagogie autour de la vaccination, parce qu'elle permettra de donner un horizon à nos populations qui ont besoin d'en sortir à un moment donné. Julien Borozic. Oui. Sur justement ce Noël pas comme les autres. Inéluctablement, c'est un Noël pas comme les autres, mais ça vient d'être dit. Je crois qu'il faut quand même ne pas oublier le moment de magie de Noël. Je pense que c'est important à conserver. Maintenant, effectivement, attention à ces annonces particulièrement anxiogènes qui, aujourd'hui, ne sont pas stricto sensu fondées sur des chiffres. Hein. Donc vous faites référence aux maires, les Républicains de Reims, qui souhaitent reconfiner le 26 pour éviter une troisième vague. Pour l'anecdote, je ne sais pas
si absurde que ça. D'abord, pour l'anecdote, je ne suis pas allé vérifier. J'espère qu'ils ne nous demandaient pas de stopper le confinement, de réouvrir les magasins il y a quelques temps. Parce qu'on voit bien quand même que là-dessus, la France a pris l'initiative précoce de faire un confinement avant les autres, par rapport aux autres pays européens. Et ça nous a permis de stopper l'évolution du virus. Et c'est fort opportun pour ces fêtes de fin d'année. Actuellement, si vous voulez, nous avons des chiffres qui sont assez difficiles à exploiter parce qu'on a eu beaucoup de tests qui se sont multipliés avec un taux d'incidence qui est en train un petit peu d'augmenter, mais un taux de positivité qui a diminué. Je suis désolé d'être rentré un petit peu dans les chiffres. Et inéluctablement, des taux d'hospitalisation qui ont un décalage par rapport à l'augmentation des taux d'incidence. Donc, dans l'état actuel des choses, c'est très difficile d'extrapoler une décision quelle qu'elle soit. Alors, le ministre de la Santé l'a dit, il n'est pas question aujourd'hui de reconfiner au 26 décembre. Enfin, ce n'est pas une question qui se pose aujourd'hui. Jean-Alain Capelle, est-ce qu'il ne fallait pas, comme d'autres pays, sacrifier Noël ? Alors, je vais me faire... Non, je ne crois pas. tuer, mais... Je ne crois pas. Il faut que ce soit d'ailleurs cette bulle d'oxygène dont vous parliez. Vous savez, les Français, depuis le début de l'année, ils ont accepté le confinement. Ils ont accepté le couvre-feu, ils ont accepté de ne plus aller au restaurant, de ne plus aller au cinéma, de ne plus aller dans une salle de sport. Ils ont accepté le télétravail, pour beaucoup d'entre eux. Il y en a qui sont dans des conditions économiques et sociales dramatiques. Il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Moi, j'ai des amis restaurateurs. On ne parle même plus maintenant de les repêcher. Ça y est, ils sont perdus, ils ont vendu, ils sont en train de vendre le mobilier aujourd'hui pour éponger leurs dettes. Donc c'est des situations catastrophiques. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'ils ont été très disciplinés globalement, très disciplinés dans les gestes barrières et dans les conditions sanitaires qu'on leur suggérait. Donc maintenant, il y a Noël, il faut que ce soit un moment de retrouvailles en famille, il faut que ce soit un moment en effet magique, il faut que ce soit un moment où tout le monde s'apaise, se retrouve, se repose. Et oui, en effet, les suggestions anxiogènes me font peur. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les décisions, elles doivent se peser. Vous parliez du nombre de contaminations, de positivité, mais sur tout le début d'année, et la plupart des pays basent leurs réflexions et leurs décisions sur le nombre de lits de réanimation. On est à 2700 ce matin, en baisse par rapport à hier. Hier, en baisse par rapport à avant-hier. On a une capacité de 5700, mais on était monté à près de 12 000 sur la première vague, avec le secteur privé, en aménageant nos hôpitaux publics. Donc on n'est qu'à 2700 réanimations. Alors, on a bien sûr beaucoup plus de gens positifs, mais on leur dit, les grands-parents vont se vacciner, enfin vont se tester pour savoir s'ils peuvent recevoir leurs petits-enfants. On dit, allez vite, tu veux tester avant de partir en vacances éventuellement ou de prendre un avion. Donc c'est normal. Vous dites quoi, de rouvrir par exemple les théâtres, les cinémas mais écoutez, quand on voit qu'à l'Élysée, on peut dîner à 12 en respectant des gestes barrières, je veux dire par là, non mais écoutez, excusez-moi, on peut dans certains restaurants respecter les gestes barrières. Il y a des restaurants d'entreprise, n'est pas là. Il y a des cantines des restaurants d'entreprise qui aujourd'hui sont ouvertes sans le respect de tous les gestes barrières. Je pense qu'il y a des restaurants, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire dans certains lieux de culture. On le fait bien sur des lieux de culte notamment parce que je crois qu'il y a une capacité à pouvoir respecter les consignes sanitaires. Il faut faire confiance aux gens. Et je crois qu'on ne l'a pas assez fait. Et on a sacrifié des professions, malheureusement, Julien Morozzi, la gestion de non, mais la question, c'est une fois de plus, je crois que c'est malin, hein, c'est très très malin l'approche que vous avez. Je vous remercie. Oui, mais c'est surtout pragmatique. non, c'est qu'elle est très limitée en fait. Le problème, c'est qu'en fait, la question n'est pas de savoir si les gestes barrières sont respectés dans les infrastructures. Bien évidemment qu'elles le sont. Le seul problème, c'est les flux de personnes que vous avez, le brassage. C'est le brassage. On l'a bien vu d'ailleurs, dès qu'on a ouvert les sorties de personnes qui pouvaient aller dans les commerces, quels qu'ils soient, eh bien, on a eu une augmentation du taux d'incidence. Évidemment, c'est mathématique. Donc, si on peut essayer de limiter... Mais évidemment, vous imaginez bien, et je crois qu'on l'a tous dit, et au gouvernement aussi, vous imaginez bien qu'on se lève pas le matin en se disant, tiens, qui on va pouvoir fermer ce matin quand on voit combien ça coûte à la population et à d'autres pays. Cet argument donc, il y a un problème de les flux, on a donc sacrifié les lieux de culture, les lieux de restauration. On ne sacrifie. C'est pas un problème de sacrifice. C'est un problème. C'est un problème. Il y en a certains qui disent c'est un sacrifice. Mais bien perdu, notamment dans le. Attendez, c'est un sacrifice. Je l'entends, financier et de survie pour eux. Mais la question n'est pas de savoir, une fois de plus, si nous combattons contre un gouvernement, mais plutôt contre un virus, quand même, ne l'oublions pas. La question est de préserver la population. Autant que faire se peut. Est-ce que la situation est grave, en fait, avec 2700 réanimations? Mais on l'a vu. Alors qu'on était à 12 000 sur la première vague. On l'a vu il y a quelques semaines. On a eu une explosion totale, et partout en Europe, du nombre de gens contaminés, avec un afflux de personnes
et partout sur le territoire, non pas dans des zones particulières, peut-être plus dans certaines zones. Parce qu'on teste plus. Ah non, Sur le premier semestre, on ne testait pas. S'il vous plaît. Faut pas s'arrêter. Non. Depuis le mois d'octobre, on teste plus. S'il vous plaît. Il ne faut pas s'arrêter à ce genre de considération parce que là encore, vous faites la moitié du chemin. La question, c'est aussi de voir combien il y a de personnes hospitalisées. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de personnes. Ça baisse. Non, pas en octobre-novembre. Non, pas spécialement. Ça baissait pas. Là, oui, non, là, c'est en train de baisser. Non, alors là, attendez. Oui, mais c'est en train de baisser. Attendez. Ce que je voudrais juste vous faire remarquer, c'est que bien sûr que c'est en train de baisser, et tant mieux. Mais la question, c'est que vous avez énormément de personnes qui sont aussi en réanimation parce qu'il faut rattraper du retard de prise en charge. On était 500 au mois de juin. Attention, Eddie Haït, sur cette Non, mais on était à 500 personnes. On était à 6 000. On était à 6 000. Oui, d'accord. Mais bien sûr. Donc la conjoncture, elle reste mauvaise. Attendez. La conjoncture, elle reste mauvaise. Cela n'empêche pas de se faire confiance et d'apporter des solutions d'accompagnement aux populations qui ont besoin d'une soupape et qui ont besoin un peu de respirer aujourd'hui dans une période très anxiogène. Ce Noël, il est différent parce qu'il est contraint, mais il a appelé aussi à des élans de générosité et de solidarité dans les populations qu'on n'a jamais vu avant. Toutes les collectes organisées pour les plus démunis, les collectes de jouets, les appels à solidarité n'ont jamais été si fortes et si mobilisatrices que ces derniers mois parce qu'il y a une période qui fait que toute une communauté nationale se retrouve contrainte, menacée par un virus et se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire cette communauté humaine qu'on forme tous. Et je pense qu'il faut un message positif et ça n'empêche pas qu'il faut reconnaître également que la conjoncture sanitaire, elle est mauvaise et c'est ce que dit le Conseil d'État, d'ailleurs ne pas ouvrir les lieux de culture, même si je le regrette, parce qu'il aurait été beaucoup plus intelligent d'ouvrir des lieux de culture que tous ces grands magasins où se sont entassés sans aucun discernement des populations. Sur la discussion sur Dominique, l'économie française. Oui, certes, mais les lieux de culture vous avez bondi apportent quelque chose en période de fait référence à ce dîner à l'Élysée. C'est vrai qu'est-ce que dans cette conjoncture, on est obligé de faire Attendez, je n'ai même pas envie de répondre. Je l'ai entendu. Ça ne me surprend pas de vous. Non. Mais Faites toujours l'avocat du diable. je ne sais pas qui est le diable et moi je ne suis pas avocat. Mais je vais vous dire, c'est d'une facilité. C'est facile, voilà. J'aime mieux vous entendre, quitte à être en désaccord. Et je le suis souvent, j'aime mieux vous entendre dans d'autres registres que celui-là. Alors, monsieur de Montballon, alors permettez-moi juste une chose. Moi, je pense aux restaurateurs qui vous écoutent. Je crois qu'eux, quand ils ont vu qu'un dîner pouvait s'organiser et qu'on le justifie en disant les gestes barrières sont respectés, donc il n'y avait aucun risque dans ce dîner. Permettez-moi de mettre à la place des restaurateurs. Eux, ils n'ont pas apprécié. Mettez-vous à la place des restaurateurs. Et je sais que les restaurateurs souffrent et parfois, pour certains d'entre eux, atrocement actuellement. Mais je vais vous dire, 210 000 en France. Ne nous amenez pas chaque fois à choisir d'un côté ou de l'autre. Moi, je suis content quand même dans le tumulte, la tempête, l'ouragan qui nous secoue, nous Français, mais bien au-delà d'ailleurs. Je suis content que la République tiennent, et ceux qui incarnent aujourd'hui la République et qui tiennent les leviers de l'État, tiennent le coup, discutent entre eux, se parlent. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on dise on ne peut pas être plus de 4 et... Non mais attendez, dans un instant, cette affaire, on en a parlé pendant... Non mais je vous entends, je respecte votre propos, je ne le partage pas du tout, mais ça fait quand même 8 à 10 jours que la polémique, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver assez rapidement un autre motif de polémique. Sachez en tout cas que le président de la République va mieux, il n'a plus de symptômes. Vous êtes d'accord, c'était léger. Bon, d'accord. N'a plus de symptômes. La visioconférence, ça marche il très bien. est sorti de l'isolement. Si vous voulez, la débat ensemble. Bon, écoutez, avant d'être avec Monseigneur Rouget, avant d'être avec l'évêque de Nanterre, on va tout de suite écouter justement les conseils du médecin pour les fêtes de fin d'année, les conseils pratico-pratiques. Écoutez Roger Rua et après on ira voir Monseigneur Mathieu Rouget. Le masque, bon, ça va dépendre un petit peu de la façon dont est disposé, la cuisine, etc. Bon, pour tout ce qui concerne les outils, entre guillemets, du réveillon, le matériel, la table, il faut la table, les chaises aussi, tout ce qui est plat en fait, puisque le virus peut rester sur des zones plates. À ce moment-là, il faut nettoyer un peu plus que d'habitude parce qu'on va recevoir des personnes qui sont étrangères à la sphère, à la bulle familiale. Et donc là, il faut... Ensuite, je ne le répéterai jamais assez, il faut se laver les mains. Et souvent, quand on fait la cuisine, dès qu'on a un changement de pièce, une poignée de porte ou un bouton d'ascenseur ou autre. Faut que ça soit individuel. Il faut surtout éviter de mettre les doigts dans un panier de cacahuètes commun à tout le monde. Si on veut vraiment des cacahuètes, il faudra des petits trucs individuels. Elle a dit la même chose. Voilà, donc évitez de mettre les doigts dans un panier de cacahuètes chacun, d'accord ? C'est entendu chacun ? Bon, très bien. Faites attention en tout cas si vous nous suivez. Bonjour Monseigneur Mathieu Rouget, merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque de Nanterre.
Bon, c'est vrai qu'après une année 2020 compliquée, d'abord, comment est-ce que vont ces fidèles ? Vous savez, aujourd'hui, il y a une très très grande joie, la joie de pouvoir célébrer Noël tous ensemble, dans des conditions de sécurité sanitaire très attentives. Mais aujourd'hui, bien sûr, tout le monde est fatigué, tout le monde est inquiet pour l'avenir, comme dans toute la société. Mais ce qui l'emporte, c'est la joie de pouvoir célébrer Noël, qui est par excellence la fête de l'espérance offerte à tous. Alors, ce qui est exceptionnel aussi, monseigneur Mathieu Rouget, c'est que vous allez organiser une messe au Palais des Sports. Au Palais des Sports, ça va être un événement incroyable. Alors, ce qui est exceptionnel surtout, c'est, vous savez, qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de messes. Je ne les ai pas comptées dans mon diocèse, mais je pense qu'il y a sans doute 500 messes de Noël qui sont organisées. Les prêtres qui vont célébrer 3 à 4 messes de suite pour permettre d'accueillir tous ceux qui le souhaitent dans des bonnes conditions de sécurité sanitaire, gel, distance, masque, etc. Et puis, effectivement, plusieurs paroisses ont pris des initiatives originales, en très bonne collaboration avec les maires locaux, tentes dans la cour d'une église ou effectivement lieux sportifs, pour que les fidèles puissent être accueillis, nombreux et dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire, en solidarité avec toute notre société. J'entendais votre plateau juste avant, et nous portons dans la prière tous les malades, toutes les familles en deuil, tous ceux qui sont particulièrement éprouvés par cette crise sanitaire. D'une certaine manière, ce que nous célébrons, l'espérance de Noël, participe de l'effort collectif pour sortir de cette période si difficile. Alors c'est vrai, monseigneur, que c'est un soulagement pour de nombreux fidèles. C'est aussi l'occasion, Noël, de penser, et vous le disiez, à toutes ces personnes. Il n'y a pas eu que la crise sanitaire, hein. Il y a eu la situation au Liban, dans tous ces pays qui sont en guerre. C'est important aussi de penser à ces personnes-là. Vous savez, chaque année à Noël, nous portons tout le monde dans la prière. Et puis beaucoup, comme un de vos invités l'expliquait aussi, beaucoup de paroisses, de mouvements sont très impliqués dans l'attention aux plus pauvres, envoient des colis. Je pense non seulement aux personnes sans domicile, mais aux personnes âgées isolées, mais aussi aux prisonniers. Donc il y a beaucoup d'engagement solidaire. Et bien sûr, par la prière, une très grande proximité avec tous. Et notamment, vous l'évoquez, nos amis du Liban. Je pense aussi aux Arméniens du Haut-Karabakh qui vivent une situation si difficile aujourd'hui. Et puis, partout dans le monde, des chrétiens persécutés qui ne peuvent pas se réunir pour Noël, non pas à cause de la crise sanitaire, mais à cause d'un régime autoritaire qui les persécute. Tout cela, nous le portons dans la prière, mais sans nous laisser aller au chagrin ou au pessimisme, parce que la lumière de Noël, c'est le signe que aucune nuit n'est prisonnière des ténèbres. Toute nuit peut être comprise comme une prophétie de l'aurore et de la lumière. Bon, et c'est un beau message d'espoir. Juste, ça sera à quelle heure ce soir, du coup, votre célébration ? Alors moi, je célèbre une première fois à 17h, et puis à nouveau à minuit à la cathédrale de Nanterre. Et puis bien sûr, demain, le jour de Noël aussi, je serai dans une petite chapelle d'Asnières-Nord, et je me réjouis d'y retrouver les paroissiens. Bon, merci en tout cas, monseigneur Mathieu Rouget, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, on le rappelle, évêque de... Merci à vous et joyeux Noël à tous. Merci, joyeux Noël aussi à vous. Très très bon réveillon, monseigneur Mathieu Rouget. C'est vrai que la situation des lieux de culte et cette réouverture et cette possibilité de célébrer une messe, c'était une demande, Julien Borosic, qui était attendue par de nombreux fidèles. Oui, bien sûr. Surtout dans cette période. Et c'est pour ça qu'on a modifié le protocole d'ouverture en termes de public dans les lieux de culte. Bien sûr, c'était une demande importante. Bon, il a fallu s'adapter effectivement à la taille des édifices qui paraissaient effectivement entendables. Dominique de Montvalon, en cette... Je crois qu'il y a eu on va dire ça gentiment, un gros malentendu. Oui. C'est dit de façon très gentille, en effet. L'idée, quand il y a eu une forme de déconfinement, de dire 30 fidèles, on va dire ça comme ça, dans une église, c'est qu'évidemment, c'était simplement... Alors, c'était 30%, d'ailleurs. C'était 30, non, alors, justement. Oui, mais c'est ça, l'histoire. C'est ça, voilà, vous avez tout... Voilà. Ça était mal, dans la fébrilité générale, la pression qui pèse sur Matignon, il y a eu une erreur. Bon, bref. J'en profite d'ailleurs pour ajouter que, sauf erreur de ma part, les images que nous voyons là sont des images d'archives, parce que ce n'est pas au coup d'à-coup. Bien sûr, c'était l'an dernier, ça. Mais c'était le bon sens. Dans une cathédrale, dans une église, c'est différent, évidemment. Tout ça est proportionnel dans une petite chapelle.
Bon, voilà, il faut des mesures sanitaires, mais il y a de quoi accueillir quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai que ça aurait été poignant, là aussi, que ça ne puisse pas avoir lieu, parce que c'est une tradition qui parle à ceux qui ont la foi, qui y croient, mais on a le devoir de les respecter. Bon, Jean-Lain Lacapelle, on s'adapte, hein, une messe au Palais des Sports. C'est très bien. C'est beau. C'est très bien. Mais je vois que, en effet, l'Église catholique a aménagé un certain nombre de programmes qu'elle avait prévus. Moi, écoutez, je ne citerai que la paroisse de mes parents. Moi-même, je vais aller à la messe à 17h30, vous voyez, aujourd'hui. Je crois que je n'avais jamais fait ça. Habituellement, on va à la messe beaucoup plus tard, dans la soirée, ou la messe de minuit. Mais écoutez, le prêtre de cette paroisse a décidé d'organiser plus de messes. Donc, il commence en début d'après-midi, il termine tardivement dans la nuit pour avoir un maximum de ses paroissiens. Qui aurait pu imaginer un jour une messe à 17h30 ? Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et puis, le Conseil d'État donc, a décidé en effet de pouvoir accorder l'ouverture de ces lieux de culte. C'est bien. Je rappelle que même si la République est laïque, la France est catholique. Et donc c'est bien que les chrétiens puissent se retrouver. Et ce soir, c'est aussi un moment important pour eux. Et quand l'évêque tout à l'heure avait un petit mot pour le Liban, j'y étais moi il y a 3 semaines. Et donc je m'associe à son message, bien sûr. Et je pense à tous les chrétiens d'Orient persécutés, notamment là-bas, ou plus proche de chez nous. Chez nous, notamment là où les Turcs sont en train d'aller. En Arménie. En Arménie, pardon. Et Diaïd, je vous ai vu soupirer. Ouais, en tout cas, je suis très content de retrouver Jean-Lain Lacapelle. On n'est jamais déçu. On est rarement surpris quand même, mais on n'est jamais déçu. Alors la France, ça n'est pas catholique. Hein. C'est une république laïque, unie, indivisible. La République, d'abord. Oui, mais c'est ça. La France a quand même des racines chrétiennes. La République est un projet politique, et c'est parce que nous sommes en République et que la laïcité est une règle chez nous que les fidèles vont pouvoir prier ce soir dans les églises. C'est le droit qui a été rappelé par le Conseil d'État. C'est pas autre chose. Mais c'est pour de dire les racines chrétiennes que de dire la France catholique. Voilà, déjà la même chose. Déjà, il n'y a aucun citoyen, il y a aucun citoyen de tel stade de la confession. Et je pense que Noël, et Monseigneur l'a rappelé tout à l'heure, a envoyé un message d'espérance, entendons-le, essayons de nous retrouver sur ce message de fraternité plus que d'espérance ou de lumière de Noël. Je peux comprendre la tradition de la messe de minuit, mais je ne comprends toujours pas pourquoi les lieux de culture n'ont pas pu, dans ces conditions-là, être réouverts, parce qu'ils auraient pu aussi accueillir des moments de rencontre. Et c'est vraiment regrettable, parce que le Conseil d'État met en avant la situation sanitaire pour ne pas réouvrir les lieux de culture et maintient de cette façon-là. Moi, je suis très heureux pour les fidèles de la paroisse de Carrière-Chanteloup dont dépend ma commune, mais néanmoins, il faut que le droit soit appliqué partout. Voilà. Et de la fraternité surtout, et une république laïque toujours, monsieur Jean-Lain Lacapelle. C'est vrai que Jean-Lain Lacapelle, la République est laïque, la France n'est pas forcément catholique. Enfin, c'est les racines chrétiennes. Non, mais les racines chrétiennes. C'est plus que la sémantique. Mais écoutez, en introduction, vous aviez bien progressé sur l'Europe par rapport à il y a quelques années. C'est dommage. Je vois que vous progressez sur la sémantique. C'est important. On aura quand même du mal à combler la marge qui nous sépare. Julien Borowczyk, je vous ai vu c'est bien soupirer. dommage qu'elle vous ai vu soupirer aussi. qu'elle ne paraisse pas, notamment dans la Constitution européenne. Évidemment, oui, j'ai soupiré, mais effectivement, je le disais à l'instant, monsieur Jean-Lain Lacapelle a progressé sur l'Europe depuis un certain nombre de mois ou d'années. Il progresse dans la sémantique en disant racines chrétiennes. Donc, non, c'est vous qui avez progressé dans l'écoute, cher monsieur. Nous avons toujours été. Je ne crois pas. Grande Europe des nations. Ah bon. Mais vous savez, je milite depuis 1983. Il faudrait que je vous retrouve des vieux tracts, des vieilles affiches. Vous étiez tout seul alors. Oui, à l'Europe des nations, comme celle du général de Gaulle. Vous étiez disruptif par rapport au reste de votre mouvement à l'époque. Bon, Dominique de Montvalon, le mot de la fin sur cette question de Noël, et puis après on passera à un autre sujet. Là, vous me piégez, je vais vous dire. Non, mais le mot de la fin, c'est pas le mot de la fin. Le mot que je pourrais dire. C'est pas très optimiste. Il est volontairement banal. Sur ce sujet, j'ai précisé. Il est volontairement banal. J'espère que dans le tumulte dans lequel on est depuis longtemps et qui ne s'apaise pas complètement, ce sera pour tous et chacun dans son registre, familial et autres, un moment d'apaisement et je reprends volontiers le mot, il est d'ailleurs très républicain, de fraternité. Oui. Dominique de Montvalon, merci. Je crois que vous devez nous quitter ce plateau en tout cas. Très bon réveillon à vous. Restez avec nous sur Midi News. Dans un instant, nous reviendrons sur ce profil de ce tueur, de ces 3 gendarmes. Un 4e a été blessé. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur Midi News. De retour sur Midi News, dans un instant, nous reviendrons sur le profil inquiétant de ce tueur qui a abattu ces 3 gendarmes et en a blessé un 4e, profil survivaliste. Mais avant cela, un nouveau journal avec vous, Kinson. Rebonjour.
Bonjour Samy, bonjour à tous. C'est la une de ce journal. La campagne de vaccination démarre bel et bien ce dimanche. C'est confirmé après le feu vert de la Haute Autorité de Santé. Elle estime que le vaccin Pfizer-BioNTech peut être utilisé chez les personnes de plus de 16 ans. Emmanuel Macron sort de l'isolement. Le président n'a plus de symptômes. Il quitte la résidence de la Lanterne et devrait regagner dès aujourd'hui le palais de l'Élysée. Et en fin de ce journal, on vous raconte une belle histoire, un élan de solidarité envers un producteur de fromage alsacien. Pour l'aider à écouler sa production, les Bretons ont passé commande. Reportage à suivre. Et je vous le disais en titre, la Haute Autorité de Santé a donc donné son feu vert pour le lancement de la campagne de vaccination qui commence dès dimanche. Mario Bazac nous fait le point. La campagne de vaccination en France va bien pouvoir démarrer ce dimanche. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert au déploiement du vaccin Pfizer-BioNTech, l'ultime étape réglementaire avant son utilisation. Nous confirmons que ce premier vaccin a bien une place dans la stratégie vaccinale au regard tant de son efficacité que de son profil de tolérance. Ce vaccin peut être utilisé chez les personnes de plus de 16 ans, y compris chez les plus âgés. Les premières doses du vaccin devraient arriver ce samedi en France, avant le début de la campagne de vaccination dimanche dans des établissements pour personnes âgées. Une dizaine de résidents devraient se faire vacciner. La stratégie qui consiste à vacciner en priorité les personnes âgées de plus de 75 ans est le modèle le plus efficace, le plus efficient pour réduire la mortalité et les formes sévères. Des livraisons de vaccins plus importantes sont ensuite prévues pour la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier. Et une semaine après avoir été testé positif au Covid-19, Emmanuel Macron n'a plus de symptômes et sort donc de l'isolement. Depuis la Lanterne, vous le savez, il continuait ses réunions en visioconférence et devrait regagner dès aujourd'hui le palais de l'Élysée. Et puis on revient sur cette arrestation hier de 12 suspects pour des vols à main armées dans le Val-de-Marne. Sandra Buisson, bonjour. Alors ce sont des arrestations qui mettent fin à des vols en série qui ont débuté depuis le 16 décembre. Oui, les enquêteurs suspectent ces 12 jeunes d'avoir commis 6 vols à main armée en moins de 10 jours, toujours dans les deux mêmes communes, Saint-Maur-des-Fossés et Champigny. C'est d'ailleurs dans cette commune qu'ils vivaient dans un squat, ces jeunes, et c'est là qu'ils ont été interpellés hier vers 14h par les hommes de la police judiciaire du Val-de-Marne. Les malfaiteurs opéraient toujours à 2 ou 3, entre 3h et 6h du matin. Ils entraient en forçant la fenêtre ou la porte et séquestraient les habitants, pillaient la maison, bijoux, ordinateurs, téléphones, clés de voiture ou carte bancaire, et sous la menace d'une arme et de violence, ils pouvaient exiger de se faire remettre de l'argent. C'est ce qui est arrivé à une famille à Champigny dans la nuit de dimanche à lundi. Certains des suspects entrent par la fenêtre et tombent sur le père de famille. Ils le menacent avec une arme de poing et des armes blanches, lui attachent les mains avec un câble de chargeur de téléphone. Ils vont lui couvrir les yeux et forcer la mère de famille à aller avec eux retirer de l'argent à un distributeur. Ils vont se faire remettre ainsi 3 000 € en espèces. Le supplice va durer 2 heures pour ce couple. Un autre pavillon est visé, lui, dans la nuit de mardi à mercredi, cette fois à Saint-Maur. Le fils dans ce pavillon surprend les malfaiteurs et pense que l'arme à feu avec laquelle il le menace est factice. Donc il hurle et donc les malfaiteurs le frappent à coups de crosse. Ils vont réussir à emporter des téléphones, un ordinateur, 2 passeports, des clés de voiture, des bijoux et 500 € en espèces. 10 des 12 hommes en garde à vue se disent mineurs. Ils n'avaient pas de papier avec eux. 11 ont décliné une identité qui reste donc à vérifier. 10 disent être nés en Algérie. L'un d'entre eux se dit marocain et un autre refuse de donner une identité. Pour vol à main armée en bande organisée, leur garde à vue peut durer 4 jours. Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces précisions. Et puis au Royaume-Uni, des milliers de routiers toujours bloqués. Ça pourrait prendre plusieurs jours. Il faut présenter impérativement un test négatif. Des routiers qui s'apprêtent à passer Noël sur un parking. On les écoute.
Nous sommes ici depuis 4 nuits. On n'a vu personne. On n'a pas de toilettes, pas de poubelle. Où allons-nous aller? Cet endroit est dégoûtant. Les gens sont frustrés, il y a des hurlements, les gens ont peur. Doit-il y avoir un accident pour que quelqu'un décide enfin de se dire « nous devons faire les tests et laisser les gens partir » Comment les gens vont arriver jusqu'au ferry? Et pour finir ce journal, on vous parle d'une belle histoire, une solidarité entre deux villes jumelles d'Alsace et de Bretagne. Au lieu de jeter leurs invendus, ces producteurs ont tout simplement décidé de se les renvoyer. C'est un reportage signé Ariane Pollaert, David Brunet et Mickaël Chailloux. Münster, Saint-Grégoire, Pinot ou Muscat, les ventes Made in Alsace s'enchaînent à Kermaria-Sulard dans les Côtes-d'Armor. Voilà, madame. À l'origine de l'opération, un élan de solidarité envers un producteur de fromage alsacien. Pour l'aider à écouler sa production, les Bretons ont passé commande. Ça fait 1 tonne de fromage. Ça fait 2000 fromages de 500 grammes. 1 tonne de fromage venant d'Alsace à Mulbach-sur-Münster, ville jumelée avec Kermaria-Sulard depuis 26 ans. C'est la toute dernière expédition de l'année pour la Bretagne. C'est le petit surplus de 40 fromages. Depuis le premier confinement, les difficultés s'accumulent pour Mathieu Hunziger. On avait du stock et on ne savait pas quoi en faire. Ouais. Donc j'en ai jeté une partie, j'ai pu en donner une partie, mais après il fallait quand même écouler le reste, quoi. C'est le maire qui a pensé à contacter la ville jumelle bretonne. On est bien content de cette opération. Ouais, merci aux Bretons. Merci à toi aussi. Les ventes ont permis de soulager le producteur de Münster. En échange, la commune du Haut-Rhin a mis en place des ventes d'huîtres. C'est vrai que ça compense un peu les pertes ou les ventes qui n'ont pas été effectuées jusqu'à là. 280 bourriches d'huîtres bretonnes ont été commandées par les Alsaciens. Un échange donnant-donnant. Et tout de suite, on va vous parler de sport, de football et cette lutte qui fait rage entre Lyon, Lille et Paris en tête de la Ligue 1. Laissez-vous guider avec Krups et savourez votre espresso fraîchement moulu devant votre chronique sport. Krups, fabriqué en France. Lyon s'empare de la tête de la Ligue 1. Toko Ekambi, Kadewere et le premier but de Lucas Paqueta dans le Rhône permettent à l'OL de s'imposer 3-0 devant Nantes. Derrière, Lille n'est devancé qu'à la différence de but. Les Nordistes se sont imposés 3-2 à Montpellier grâce à Wea, Ikoné et Yilmaz. Mais le but de la soirée est l'œuvre d'Andy Delors, buteur pour la 8e fois cette saison. Paris, avec Mbappé titulaire, a écrasé Strasbourg 4-0. Pembele ouvre son compteur en pro. Mbappé inscrit son 12e but cette saison. Keane et surtout Idrissa Gueye ont corsé l'addition. Coup d'arrêt pour Marseille, battu 2-1 à Angers, grâce notamment à cet enchaînement de Loïs Diony. Vous avez suivi votre chronique sport avec les nouvelles machines à café Krups pour un café comme vous l'aimez. Krups, fabriqué en France. De retour sur Midi News avec cette actualité, vous savez, ces 3 gendarmes qui ont été tués, un 4e blessé en voulant sauver une femme qui était prise aux mains d'un forcené. C'est un homme de 48 ans qui s'est suicidé, qui croyait à la fin du monde, catholique ultra-pratiquant qui avait basculé dans cette mouvance, le survivalisme. Il détenait un véritable arsenal de guerre. Retour sur son profil avec Régine Delfour. Le sujet qui va arriver dans un instant. C'est vrai que ce profil, messieurs, il inquiète quand même. Survivaliste, adepte justement des armes de guerre. Comment est-ce que cela se fait-il qu'aujourd'hui en France, on peut détenir un fusil d'assaut, un AR-15 ? Écoutez, d'abord permettez-moi justement de répondre à votre question, d'avoir une pensée pour les familles de ces gendarmes qui sont endeuillés aujourd'hui, qui vont passer un Noël dramatique, d'ailleurs qui ne passeront plus jamais un Noël normal. Et ça méritait que, voilà, on pense à elle aujourd'hui. Je pense aussi aux femmes et aux enfants battus, parce que beaucoup sont victimes de violences et conjugales. Et donc, ces gendarmes, hier, ont sauvé une femme et son petit garçon aussi. Et c'est quand même aussi une belle chose qu'il fallait noter. Et puis, dans une situation ou dans un contexte aussi, ces derniers jours, on a beaucoup critiqué les forces de l'ordre, de manière, je le pense, injuste et disproportionnée. Je pense qu'on a un bel exemple de ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des gens qui mettent leur vie très souvent au service de la sécurité des Français. Et c'était bon aussi de le rappeler, donc je leur rends hommage de ce côté-là. Maintenant, pour répondre à votre question, écoutez, je regardais avant l'émission, j'ai regardé la définition de vivaliste. En effet, c'est assez nébuleux.
groupe d'individus qui, en effet, attendent la fin du monde ou s'attendent à la fin du monde, qui pensent qu'on va avoir une invasion d'extraterrestres, qui pensent qu'il va y avoir une grande catastrophe naturelle et qui sont prêts à tout, quoi. Et on l'a vu, qui sont prêts à tout, et donc qui ne me semblent pas tout à fait stables. Voilà, maintenant, on est quand même dans un cas d'une personne qui n'a pas d'antécédents et donc qui était difficile à appréhender. J'ai peur que ce soit en effet un fait divers qui soit malheureusement très mal terminé. Bon, le sujet est prêt sur le profil, regardez. Adepte du survivalisme, Frédéric Limol, habillé la plupart du temps en treillis militaire, semblait persuadé d'une fin du monde prochaine. Les centaines de douilles retrouvées sur le lieu du drame ne laissent pour ce spécialiste guère de doute sur les références du meurtrier. On a ce profil d'homme surarmé qui pratique le tir, mais manifestement qui est beaucoup plus armé qu'il ne devrait. Un profil d'homme qui s'est pris un peu pour Rambo, probablement, d'une certaine manière. Enfin, il évoque ça un peu. Donc, oui, on a ce type de réaction de Rambo, d'ailleurs. Ses stages de survie et sa collection d'armes seraient synonymes d'une pathologie psychologique bien spécifique. Un fonctionnement potentiellement paranoïaque à la base. Donc, après les éléments déclencheurs, faut quand même rappeler qu'on est dans une période particulière. Le confinement rend fou beaucoup les gens en général, fragilise, on va dire, plutôt que les rendre fous, mais enfin ceux qui ont un potentiel, en tout cas le deviennent. Le procureur de Clermont-Ferrand a évoqué le profil très inquiétant d'un homme surarmé, déterminé à faire un carnage. Et on va écouter justement le procureur de Clermont-Ferrand qui est revenu très ému sur cette situation. Émotion extrêmement forte au sein de la communauté des gendarmes, au sein de la communauté des magistrats bien évidemment, pour évoquer cette horreur criminelle. Je n'ose plus parler de drame parce que c'est avant tout les conséquences d'un crime, de meurtre, et qui a endeuillé cette nuit la gendarmerie nationale, bien évidemment, tout entière, mais surtout 3 familles de gendarmes. Et cela fait, je sais que vous le ressentez dans ma voix, beaucoup de morts, beaucoup de drames, beaucoup de chagrin, et des familles endeuillées dans une période à tout point de vue compliquée, entre Noël et la pandémie. Il est difficile d'avoir pire souvenir pour les enfants plus tard. C'est une véritable scène de guerre à laquelle nous avons tous été confrontés ce matin. Des centaines et des centaines de douilles, la maison incendiée, un individu surarmé. C'est véritablement une scène complètement atypique. Que les gendarmes mettent à l'abri la victime, sous le feu de M. Limol, et c'est dans ce contexte-là que 4 gendarmes seront touchés par balle et que nous aurons 3 morts. Julien Borosic, c'est vrai que c'est une scène de guerre, des centaines de douilles qui ont été tirées. Ce matin, on se posait cette question justement en conférence de rédaction. Comment cela est-il possible de détenir des fusils d'assaut de ce calibre-là ? Enfin, ça pose quand même question. Non, mais bon, tout d'abord, effectivement, c'est absolument incompréhensible. Je discutais ce matin avec mon collègue André Chassaigne, puisque c'est sa circonscription. On ne sait pas encore quelles sont, comment il a pu obtenir ces armes. Est-ce que c'est par un biais administratif légal, et il faudra que l'enquête le soit confirmée là-dessus. Manifestement, c'est probablement le cas, mais il faut quand même qu'on confirme ça. Juste une fois de plus, ça a été dit, mais je préfère aussi m'associer à ses pensées envers les familles, en particulier envers le groupement de gendarmerie, envers aussi le 4e gendarme, qui aujourd'hui a été gravement blessé. C'est une région en plus, personnellement, je connais bien, puisqu'elle jouxte ma circonscription. C'est une région où j'ai été interne de médecine à Ambert pendant un certain nombre de mois, donc je connais bien. On a effectivement parfois des profils de personnes un peu retranchées dans certains hameaux, dans certains villages. Et là, en plus, avec le profil très particulier de cette personne-là, malheureusement, qui jusqu'alors n'avait pas éclairé, si je peux me permettre, un certain nombre de voyants de danger, quel qu'il soit. Si tant est que le port d'armes dont il faisait état était légal et administrativement contrôlé. Mais a priori, je crois que oui. Donc, très difficile, mais absolument incompréhensible, évidemment. Mais ça l'a été dit dans le sujet juste avant. Évidemment, la période que nous traversons actuellement avec le coronavirus, avec le confinement, etc., je pense à attiser dans l'esprit de ce personnage des choses complètement délirantes.
Eddie Haït sur cette question, et on va écouter le procureur de la République dans un instant sur le profil justement de l'individu. C'est 3 gendarmes tués, un autre blessé, c'est terrible. Ce drame est terrible, et ce que doivent ressentir les familles est de l'ordre de l'indicible. Quand un gendarme ou un policier tombe, et ils sont près d'une vingtaine à être tombés cette année, c'est notre communauté nationale qui est en deuil aujourd'hui, et notre communauté de gendarmes et de police aujourd'hui, elle vit un nouveau traumatisme entre le discours de 2005 où on les applaudit et aujourd'hui où certains sont mis en cause dans des violences policières. On se retrouve avec un nouveau drame humain, et je le dis d'autant plus que quand on est maire, on est au quotidien avec les pompiers, les gendarmes, les policiers, on touche les réalités de ce métier. Et concernant la gendarmerie, moi je suis particulièrement attristé parce que ma ville, ça fait 10 ans qu'elle est marraine d'un escadron de gendarmerie, qu'on partage des moments de la vie quotidienne de ces gendarmes. Donc c'est quelque chose qui est perturbant, cette violence dans notre société aujourd'hui. Et j'en reviens à ma question, pardon, comment est-ce qu'on peut détenir un AR-15, un fusil d'assaut chez soi, avec un silencieux, avec une vision nocturne et avec une visée laser. Ce qu'on peut dire, c'est que les survivalistes qui faisaient rire ou qu'on voyait dans des mauvaises séries américaines, maintenant on sait qu'ils tuent aujourd'hui sur notre territoire national. Et donc peut-être qu'il faut revoir notre législation, moi je ne sais pas sur l'armement, mais en tout cas il faut un discours, je dirais, accompagnant des fédérations de tir amateurs, qui a un discours sur la responsabilité, et qu'on suive les profils psychologiques peut-être mieux que ça l'est aujourd'hui. Cette personne avait eu un entraînement militaire, avait eu des expériences d'entraînement, donc était quelqu'un qui délibérément a tiré sur des gendarmes, les a fait tomber dans une forme de guet-apens avec un armement qui lui permettait de tuer. Enfin, on est quand même sur quelque chose de grave, et se rajoute à ça en plus un drame social qui est la violence intrafamiliale. Donc on est dans quelque chose de très sordide, avec 4 familles qui sont fracassées à quelques jours de Noël. Enfin, c'est quand même un vrai drame, et on est dans l'indicible de ce que doivent vivre les familles. Et moi, ça me perturbe véritablement. Personne n'est à l'abri d'un acte de fou, certes, mais cet armement, il pose un vrai problème dans notre société. Et arrêtons de tout. Ça ne doit pas être traité à la légère aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voulait bien sûr y revenir, et on y reviendra dans les prochains jours. Mais Jean-Alain Lacapelle, bon, d'abord, c'est ce drame qui frappe aussi ces familles, ces enfants qui ne vont pas retrouver leur père pour les fêtes de Noël. Enfin, je veux dire, tout un contexte qui est dramatique. Pour autant, il y a cette question, comment est-ce qu'on peut être autorisé à détenir ce type de fusil d'assaut? Enfin, ça paraît quand même ahurissant. Non, mais vous posiez la question tout à l'heure, en effet, avait-il le droit de l'avoir? Moi, j'ai cru comprendre, d'après les informations que l'on avait, qu'il avait une détention, qu'il avait une autorisation pour détenir toutes les armes qui étaient à sa disposition et qui ont été retrouvées sur le lieu du crime. Parce qu'il était sportif de tir, parce qu'il était membre d'un club, parce qu'il avait donc formulé un certain nombre d'autorisations, et qu'il était quelqu'un de stable, de normal, semble-t-il, pour avoir pu accéder à cela. Donc il pète un boulon à un moment. Donc voilà, là, moi, je ne connais pas l'affaire. C'est une affaire intrafamiliale, comme vous le disiez. Je pense aussi à la famille, d'ailleurs, de cet homme-là, enfin, à cette femme et à son fils, qui ont assisté à quelque chose de complètement fou, quoi, et qui vont être marqués toute leur vie également par ce drame. Donc voilà, maintenant, quelqu'un qui est déterminé, qui cherche à tuer, c'est pas le problème de détention d'armes qui changera les choses. Je vous rappellerai quand même que la préfecture de police, il y a quelques mois, a été attaquée au couteau par un islamiste, rappelez-vous, au couteau de boucher. Et que beaucoup d'ailleurs, ça a été aussi le cas de l'église à Saint-Roch, je crois, à Nice. Donc quand on veut tuer, quand on est déterminé à tuer, on peut le faire, quelles que soient les armes que l'on a, un fusil de chasse ou autre chose. On va écouter le procureur de la République sur le profil de cet homme. Alors, ce n'est pas le procureur de la République que l'on va écouter dans un instant. Décidément, Sandra Buisson, je vous accueille en plateau. Merci d'être avec nous, justement. Bonjour. On va faire un point sur cette enquête qui est en cours. Sandra, quels sont les derniers éléments dont vous disposez ? Alors, sur ce qui s'est passé hier, effectivement, les derniers détails qui nous sont parvenus, c'est effectivement sur ces armes et le fait que cet homme soit surarmé. Les questions qui se posent maintenant, et il va falloir voir aussi ce qu'on peut éclaircir avec l'audition de la compagne de cet homme. Vous savez qu'hier, elle était trop choquée pour pouvoir répondre longuement aux questions. Elle a été hospitalisée. Il va falloir voir déjà s'il y avait déjà eu des violences à son encontre à elle, puisque on sait qu'il n'y a pas de traces de plainte ou de signalement en gendarmerie pour violence conjugale concernant
ce couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de violence, puisque ce soir-là, quand elle se réfugie sur le toit, elle appelle son amie pour lui dire qu'elle a été frappée au visage. Donc ça, effectivement, l'audition sera cruciale dès qu'elle pourra être entendue. Il va falloir aussi, grâce à elle notamment, voir dans quel état d'esprit était cet homme. Est-ce que cette arme automatique, il l'a suréquipée depuis longtemps, ou est-ce qu'il l'a fait dans la nuit en s'en prenant à sa compagne, ou dans le but d'attendre les gendarmes? Vous savez qu'il y avait un silencieux sur cette arme, qu'il y avait une visée laser, que lui-même était équipé d'un gilet pare-balles. Donc il va falloir aussi préciser son psychisme et puis entendre ses proches à lui pour voir comment il évoluait. Vous l'avez dit, hein, son profil est très inquiétant. Et on va écouter justement le procureur de la République dans un instant, mais c'est vrai que voilà. Je ne sais pas si en régie vous avez calé justement cette intervention du procureur de la République. On aimerait vraiment l'écouter sur son profil. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci. Il pratiquait le tir en compétition. On en a la certitude. Il le faisait notamment dans le sud de la France. Il faudra évidemment qu'on vérifie son comportement, qu'on entende les gens avec qui il pouvait pratiquer le tir. Il se disait catholique très pratiquant. On pourrait même dire presque extrémiste, survivaliste. Il fréquentait les stages d'entraînement à la survie. Il semblerait également qu'il était persuadé de la fin du monde prochaine. Sur ce profil justement survivaliste qui est né aux États-Unis, hein, Jean-Lin Lacapelle, est-ce qu'on peut justement redouter comme ça un espèce de mimétisme sur, alors j'ai pas envie de dire les tueries de masse qu'il y a eu aux États-Unis, mais c'est vrai que avec ce type d'armes de guerre, le procureur de la République le disait, ce sont des centaines de douilles qui ont été tirées. Écoutez, je ne l'espère pas, et je ne le pense pas. Je pense qu'on est sur quand même un cas exceptionnel. Il suffit de regarder quand même les années précédentes. On n'a pas, heureusement, de cas comme cela, et on est sur une exception. Vraiment, il faut que l'enquête aille à son terme. Il faut, vous le disiez justement, madame, donc si l'épouse de ce criminel est aujourd'hui hospitalisée, incapable de répondre, bien évidemment, il manque des pièces au puzzle pour vraiment comprendre ce qui s'est passé dans cette situation familiale et conjugale. Je souhaite pas, bien sûr, et je ne pense pas, très sincèrement, que ce cas isolé de ce type qui a pété un boulon et qui s'est transformé en criminel en quelques instants, je ne pense pas que ce soit quelque chose de redondant, et je ne le souhaite bien évidemment pas. Donc ne faisons pas trop d'amalgame. Stéphane Amar, bonjour. Vous êtes docteur en psychopathologie. On vous a vu d'ailleurs dans le précédent sujet, et vous êtes aussi psychanalyste. Comment est-ce qu'on peut expliquer un passage à l'acte d'une telle monstruosité? C'est difficile à expliquer comme ça, bien entendu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites déjà qui permettent un peu d'éclairer, bien entendu, le contexte. Encore une fois, on ne sait rien aussi de ce qui a pu se passer lors de cette dispute qui a précédé. Ce qu'on voit en tout cas, c'est quelqu'un qui s'était préparé. Il était surarmé, il était prêt à en découdre. Donc on peut dire d'une certaine manière qu'il préparait déjà une mise en acte de ces fantasmes, probablement, comme je l'ai déjà dit, persécutifs ou paranoïaques. C'est-à-dire qu'on voit bien déjà qu'il était prêt. Et c'est comme s'il avait mis en acte aussi toutes ces angoisses liées à ce survivalisme-là, hein, qui se caractérise quand même par une manière de s'attendre au pire, de s'attendre à la catastrophe, et d'être prêt, précisément. Et c'est ça qu'il semble montrer, c'est qu'il était prêt. Il a même échappé, semble-t-il, à la police, aux gendarmes, alors qu'ils étaient nombreux. Donc on voit bien quand même que ça n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Sur justement cette mouvance de survivalisme qui est née aux États-Unis, qu'est-ce que l'on peut dire? Est-ce que ça prend de l'ampleur en France ? Alors, je ne sais pas si ça prend de l'ampleur, mais nous sommes de toute façon dans une période qui s'y prête, quoi qu'il en soit. Hein. Ça ouvre à des tas d'adhésions, à des croyances plus ou moins inquiètes, et en l'occurrence, là même de persécution. Hein. Tout ce qu'on entend sur le complotisme, bien entendu, n'est pas directement lié, mais enfin, on peut quand même faire un lien. Donc, voilà, et c'est évident que le coronavirus en a rajouté.
toutes les catastrophes naturelles aussi, la médiatisation de tout ça, hein, tout ce qui en est fait aussi, bien entendu. Donc ça n'est pas très étonnant que ça prenne de l'ampleur. Julien Borosic, vous disiez justement, c'est le sujet. C'est le sujet. Je pense que c'est le sujet. Juste une chose en introduction, c'est d'abord ce que cette histoire prouve, ça montre que le métier de force de l'ordre et de gendarme est toujours dangereux à un moment ou à un autre. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler ça. Mais on vient de le dire, c'est-à-dire que avait-il ces armes de manière légale ? A priori, oui. Effectivement, je suis d'accord. C'est un sujet où on voit que quelqu'un, de manière totalement isolée, pète un câble, comme on dit. Et c'est très difficile de l'anticiper. Mais je crois que le sujet prioritaire, nonobstant en plus le contexte du coronavirus, c'est ce mode de formation qui prend de l'ampleur. Qui prend de l'ampleur et sur lequel il faut qu'on se pose probablement des questions. Parce que ça montre très bien qu'on a des gens qui ont peut-être une structure psychologique complexe déjà au départ et qu'il y a un engrenage qui se crée et qui fait déclencher chez certaines personnes peut-être ce genre d'attitude. En tout cas, je crois que c'est là-dessus qu'il faut se poser le plus de questions aujourd'hui. C'est intéressant, Ediette, ce que dit Stéphane Amar, c'est que il y a peut-être une passerelle entre ce type d'action et le complotisme. Oui, il est clair que le criminel est clairement qualifié de survivaliste par le procureur. Donc c'est plus qu'un sujet, c'est devenu une réalité qui tue sur le territoire national. Donc maintenant, il va falloir prendre très au sérieux ce qui est susceptible d'être organisé ou de s'organiser et d'étudier tous ces groupes ici ou là qui auraient aujourd'hui peut-être pu prospérer sans surveillance particulière. Et oui, moi je crois très sincèrement qu'il y a une association qui peut être faite avec les théories complotistes qui se multiplient depuis le 11 septembre et qui alimentent les réseaux sociaux, qui alimentent des raisonnements politiques, et on les retrouve sur plein d'autres sujets. Entre les théories fumeuses et les dérives complotistes, il y a une volonté de fragiliser un discours d'autorité, un discours de la raison. Et donc, moi, c'est là-dessus que je pense que les élus, les responsables, les autorités doivent prendre conscience de cela et avoir une responsabilité forte dans le discours qu'ils tiennent et le sens qu'ils donnent aux choses. Voilà. Maintenant, il faut aussi laisser le temps au deuil, là, aux familles. Et c'est quelque chose qui est très, très fort. En plus, Jean-Alain Capelle l'a redit tout à l'heure, c'est une période forte en symbole qui va être définitivement noire pour toutes ces 5 familles aujourd'hui, puisqu'il y a aussi la famille du meurtrier qui est quand même dans une situation particulière. Donc là-dessus, prenons ce temps. Mais oui, moi, je crains que cette association du complotisme et du survivalisme crée des étincelles à venir. Et là, je ne doute pas que nos parlementaires sauront mener les investigations nécessaires dans l'enceinte qui est la leur, que nos services de renseignement territoriaux feront leur travail. Et une fois encore, moi, je renouvelle toute ma confiance à nos forces de l'ordre, parce qu'il n'y a aucune intervention anodine, et on l'a vu, ça devait être une intervention plus classique. Voilà, c'est quand même 8000 gendarmes blessés par an actuellement. Donc il y a un soutien fort et moral à apporter à nos forces de l'ordre. Stéphane Amar, merci d'avoir été avec nous. Juste peut-être une dernière question, puisque vous faisiez ce lien que je trouve très intéressant entre complotisme et survivalisme. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce propos ? Le terrain commun, c'est l'angoisse. Face à l'angoisse, nous déployons des mécanismes de défense, de s'inquiéter en permanence d'une mauvaise intention qui aurait quelque part, d'un risque, c'est le point commun. Et se préparer donc à se défendre, voire à attaquer, parce qu'entre la défense et l'attaque, parfois, il n'y a qu'un pas. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, et c'est vrai que ce sont des période très propice, je répète, entre ce climat de virus qui a suscité des tas d'interprétations, et puis aussi la violence dont on parle quasiment tous les jours, de quelque endroit qu'elle vienne. Évidemment, l'islamisme radical, en l'occurrence, est une autre forme aussi, et de complotisme et de survivalisme d'une certaine manière, sauf que ça prend d'autres formes. Merci beaucoup pour votre éclairage, Stéphane Amar. C'était très très intéressant. Très bon réveillon à vous. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on parlera d'un sujet beaucoup plus léger avec une bûche de Noël. Restez avec nous. De retour sur Midi News et on accueille sur ce plateau Nicolas Paciello. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef pâtissier du Fouquet's et vous n'êtes pas venu les mains vides, évidemment. Vous êtes venu avec 2 magnifiques bûches. En plein réveillon, c'est vrai que si vous nous regardez, peut-être que vous êtes en train de
vous hâter en cuisine en train de faire un magnifique dessert. Alors présentez-nous vos bûches, allez-y. Là, la première, on a donc la création du Fouquet's Paris. Et cette année, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout le contexte qui s'est passé, on a voulu mettre l'accent vraiment sur les produits français. Donc avec les équipes du Fouquet's, on est vraiment allé à Montélimar rencontrer des amandiers, on a visité une miellerie, on a rencontré ces gens qui s'est passionnés autant que nous, en fait, au final, elle est composée entièrement de produits issus de l'agriculture française. Cette année, c'est vraiment l'accent sur lequel j'ai voulu le mettre. Donc il y a cette esthétique un peu plus... Vous voulez réagir, Jean-Alain Lacapelle, sur cette question? Non, c'était important pour nous. C'était important pour le Fouquet's, c'était important pour nous, je pense aujourd'hui, vraiment de mettre l'accent sur la France. Et du coup, les amandes proviennent de la Drôme, le miel près d'Aix-en-Provence. Donc c'est un miel de lavande. Et voilà, elle est sur le thème du nougat de Montélimar. On est allé passer un week-end à Montélimar, vraiment visiter même des nougatiers pour vraiment se perfectionner. Et elle est posée sur une couche de nougat de Montélimar que nous, on fait au Fouquet's. Bon, là, on parle d'une bûche d'exception. Exactement. Ça coûte combien une bûche d'exception comme bûche? Ça coûte 75 €. D'accord. Ça coûte 75 € pour 8 personnes. Donc voilà, mais vraiment c'est des produits nobles, il y a un travail vraiment particulier dessus. Après, voilà. Eddy ? Mais il en restera, comme on notera que 6, du coup, il nous restera... Oui, alors il n'y a pas de... Exactement. On n'a pas vu de couteau pour l'instant sur ce plateau pour justement faire la découpe. Une bûche de 8. Bon, plus sérieusement, si on a un budget modeste, qu'est-ce que vous conseillez pour une bûche? Qu'est-ce que je conseille en termes d'ingrédients, en termes de préparation, en termes de type de bûche? Je conseille la traditionnelle roulée au chocolat, par exemple. C'est ce qu'on peut faire à la maison assez facilement. Après, c'est toujours pareil. C'est des biscuits génoises, des recettes, on en trouve un peu partout. On peut faire ça à la maison, c'est facile. Après, il y a aussi des pâtisseries. Je pense aujourd'hui, on peut se procurer des bûches pour ceux qui... C'est quand même un travail de se lever, je pense, le 24 matin et faire sa bûche. Beaucoup cuisinent le salé et moins s'aventurent dans le sucré. Et est-ce que vos commandes, elles ont... explosé là en cette fin d'année? Est-ce qu'il y a une demande par rapport à l'an dernier où les gens font beaucoup plus attention à leur portefeuille? Oui, alors il y a eu une demande, mais particulière cette année parce que c'est venu assez tard. Je pense que les gens ont attendu de savoir comment allait se passer la fin de l'année et ça s'est ressenti dans les commandes de bûches. 2 semaines avant, presque une semaine avant, on n'avait quasiment pas de commandes, et enfin très peu comparé à d'habitude. Et par contre, la dernière semaine, voire même ce week-end, c'est vraiment ça a explosé. On arrive quasiment au même nombre, au même chiffre. Mais vraiment, c'était intense. Et du coup, se mettre en place, les équipes et tout, c'était assez compliqué. Ouais. Bon, alors à côté, je vais me lever, je vais aller vous rejoindre. À côté, on a cette bûche au chocolat, qui ressemble en tout cas à une bûche au chocolat présentée. Exactement. Là, du coup, j'ai la création du Fouquet's. À côté, j'ai aussi ouvert ma pâtisserie. Dans lequel c'est vraiment un concept où on rentre, bien sûr, on a une large gamme de gâteaux, mais on a aussi tout un mur expérientiel où je mets en avant ces produits sous les 5 sens. Ça s'appelle 5 sens Paris. On peut s'exposer sous 5 univers, donc la vanille, le chocolat, les fruits à coque. Et par exemple, quand je crée un gâteau, j'en mets un maximum pour en apprendre aux gens un maximum. Si ceux, en tout cas, qui désirent rentrer en boutique et qui veulent sentir, toucher, voir ou même écouter les histoires, parce qu'on va visiter, on va rencontrer ces gens, du coup, on raconte aux gens. Moi, j'ai fait 15 ans d'hôtellerie et maintenant, je veux apporter ça aux clients aussi qui viennent en boutique. À côté, là, on a une bûche chocolat griotte. Bon, chocolat griotte, ça rappelle beaucoup la forêt noire, beaucoup le Noël. C'est ce que j'appelle un dessert de Noël, pas une bûche, un dessert de Noël. C'est un moelleux. C'est intense, c'est gourmand et je pense qu'on en a besoin cette année. Les invités regardent ça avec... Il manque une cuillère. Vous avez préparé une bûche Julien Borosic ou pas pour ce soir? Non, moi je sais uniquement la manger, donc je sais que madame est en train de préparer. Mais j'avoue que pour le coup, ça se transporte pas là, il faut que je puisse la ramener jusque dans la Loire, donc je suis pas sûr que ça puisse... Ouais, là c'est un peu délicat, c'est parce que c'est très léger. Il y a quoi dedans en fait? Bon, il y a du nougat, mais il y a quoi Là on a une mousse... Excusez-moi, mais mais allez-y, posez des questions, moi ça me va très bien. On voit cette mousse amande miel. Il y a ce cœur d'un crémeux du parfum, avec un parfum d'orange, un biscuit aussi avec une compotée d'orange dessus. Donc tout est très délicat et très... Et sur un matelas de nougat. Voilà, exactement. Ouais. Exactement.
L'idéalite, ça vous donne envie aussi, hein. Je vous vois de ça. Ouais, alors je connais pas encore mon menu de réveillon, mais moi je suis amateur de biscuits génois, de crème au beurre. Enfin, à part le médecin après les vacances qui nous explique que c'était pas bien, c'est quand même quelque chose dont je raffole particulièrement. Ouais. C'est des gourmandises qui vont nous redonner un peu le sourire. Là. Prenez-moi comme médecin traitant, je suis très accordant, voyez-vous. Mais c'est vrai qu'en cette fin d'année, par exemple, ce que vous disiez, c'était intéressant sur le fait que vous étiez presque au même niveau de commande que l'an dernier. Bon, ça porte un peu d'espoir dans le contexte actuel. On aurait vraiment pu penser que ça a été le plat total. Non. Alors oui, l'hôtel était fermé, mais on est resté actif. On est resté présent auprès de nos clients, et notamment avec cette bûche. Et on a vu beaucoup qui sont revenus et qui, on a pu être avec eux un tout petit peu pendant ces fêtes de Noël. On a fait de la vente à emporter. Bon, là, on l'a arrêté pour le deuxième. Mais sinon, sur le premier, on a fait de la vente à emporter. On a essayé d'être au maximum. Et puis, on a attendu qu'une chose, c'est de pouvoir réouvrir et d'accueillir nos clients de nouveau, parce que ça commence. Oui, là, vous avez justement la bonne personne. Vous avez le bon interlocuteur en face de vous, Julien Borozzi, qui représente la majorité présidentielle. Après la bûche. Voilà, moi, je vais lancer une fois de plus la polémique. Je pense qu'on pourrait essayer de travailler sur des expérimentations en ayant fait un test. C'est-à-dire mais c'est intéressant. Mais je le dis depuis un petit moment. Moi, je pense qu'on a entendu parler de passeport, de choses comme ça, mais je pense qu'on pourrait essayer, tout du moins, au travers d'expérimentations dans la restauration, dans le monde de la nuit aussi, parce qu'on va avoir la problématique des réouvertures des facultés à un moment donné, avec le risque de soirées clandestines, dans le monde du sport. Mais c'est-à-dire ces passeports c'est-à-dire que ça... Vous êtes pour justement une vaccination obligatoire pour aller au restaurant ? On peut déjà faire une expérimentation en disant à quelqu'un, vous avez fait un test de moins de 2 ou 3 jours, et vous pouvez donc aller dans un restaurant, dans un match de foot, etc., etc. Je pense qu'en tout cas, c'est au moins une expérimentation qu'il faudrait qu'on essaye de faire, parce qu'on va quand même vivre avec ce virus pendant encore plusieurs mois. Il faut se poser la question de savoir comment on va faire pour s'adapter. Et je pense que c'est important, une fois de plus, c'est pas de supprimer les gestes barrières dans un restaurant, par exemple, mais c'est de rajouter une sécurité qui paraît, à mon avis, intéressante, parce qu'en plus, ça peut permettre de promouvoir le test régulier. Je pense que c'est tout à fait intéressant. En tout cas, c'est une chose sur laquelle, à mon avis, il faut qu'on se penche. Oui, en tout cas, c'est pas prêt, parce que le projet de loi, justement, pour la sortie de l'état d'urgence sanitaire a été présenté et a été retiré aussitôt. Bon. Alors, je vais vous dire là-dessus, très honnêtement, moi, je vous donnais je ne veux pas monopoliser la parole là-dessus. Non, mais allez-y. Mais au contraire, ça vous intéresse. Bon, alors, non, moi, je... Nous couper un peu l'appétit, là. Quand même. Je suis désolé. Mais désolé, chef, on revient sur des sujets un peu politiques. Pour le coup, sur le projet de loi, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur un projet de loi qui permettrait, je vous vois pétiller des yeux, donc quand je dis plus loin, c'est simplement embrasser plus largement toutes les problématiques de crise, qu'elles soient sanitaires, terroristes, Internet, parce que c'est un vrai problème. Et on a eu, dans la commission d'enquête coronavirus, effectivement des sujets sur lesquels il faut qu'on soit proactif, et pas uniquement au travers du droit, au travers de la préparation de l'État. Je suis désolé, je viens de plomber complètement le truc là-dessus. Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce projet de loi qui a été présenté, une forme peu d'amateurisme, parce que était quand même écrit dans ce projet de loi que le Premier ministre pouvait justement subordonner certains déplacements et certaines activités des Français s'ils n'étaient pas soumis à un test, à un vaccin. Donc c'est vrai que dans le contexte actuel où il y a une défiance qui est énorme vis-à-vis de la stratégie vaccinale, c'était un peu maladroit. Après, ça dépend comment on le lit aussi, parce que par exemple, pour aller dans tel ou tel EHPAD, par exemple, ça peut avoir du sens. Pour prendre tel ou tel avion, ça peut avoir du sens, parce que c'est déjà le cas. Ça s'imposera. Ça s'imposera. Donc à un moment donné, attention comment on lit aussi le texte. Pour autant, je crois que ce texte va progresser dans le silence. D'accord. Pour compléter les propos de M. le député, je pense sincèrement que c'est quand même moins dangereux d'aller dans un restaurant qui respecte les règles, qui a fait tout le protocole nécessaire, que de mettre ses mains partout dans un supermarché, sur les barres du caddie, ou de prendre le transport en commun en mettant sa main partout sur la barre pour tenir debout. Donc je pense que les restaurateurs... Je ne suis pas sûr de ce que vous... c'est les études pour le coup, les études médicales le prouvent. Le restaurant, c'est quand même le seul endroit où vous êtes obligé d'enlever votre masque. Oui, c'est ça. Ça ne se transmet pas que par les... comment on appelle ça, aéroportés. Aéroportés, voilà. Néanmoins,
je pense que c'est l'occasion de saluer quand même l'organisation d'un certain nombre de restaurants et de grands chefs qui ont réussi à faire de la vente à emporter. Ça, quelque part, on a parlé d'eux, ça a popularisé un petit peu cette cuisine, cette gastronomie française qui est quand même au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est quand même une bonne mise en lumière qui a été faite sur ces restaurants. Ça ne règle pas tout le problème, hein. Il va y avoir des catastrophes économiques, c'est évident pour un certain nombre de commerces. Et pour revenir sur la question du passeport vaccinal, je ne sais pas s'il faut ça, s'il faut l'obliger ou pas. En Espagne, c'est 95% de taux de vaccination et ce n'est pas obligatoire du tout. Néanmoins, il faut des injonctions, il faut un cadre, il va falloir accompagner et une vraie campagne nationale de sensibilisation. Et je reviens sur le fait que les médecins traitants, avec les maires notamment et avec les autorités sanitaires, ont un rôle majeur à jouer pour aller convaincre les populations. Les communes, elles mènent déjà des campagnes de vaccination. Vous ne pouvez pas convaincre les populations en justement les autorisant ou pas à aller dans un endroit s'ils n'ont pas été vaccinés. C'est pas ce que j'exprime. Je dis juste que les compagnies aériennes annoncent quand même à vouloir le faire déjà, et ça va s'imposer dans des lieux où on va considérer que ça met en danger la vie d'autres. Et on ne pourra pas continuer à vivre dans ce climat où on n'aura pas de solution et de cap à donner aux gens. Et la vaccination, c'est fait pour sauver des vies, la vaccination. Oui, mais il y a une différence entre prendre l'avion et prendre les transports en commun pour aller, par exemple, travailler. Oui, mais ça, évidemment. Mais petit à petit, le principe de la vaccination va s'imposer dans la société et ça deviendra une règle et c'est tant mieux. La vaccination, ça sauve des vies et la vaccination, ça nous permettra peut-être de retrouver une vie normale. Sinon, quel est l'horizon qu'on donne aux gens aujourd'hui qui vont très très mal? Il est important qu'on avance très rapidement là-dessus aussi, pour des raisons oui, on va pas tenir. Sanitaires et économiques. Ce monsieur pour son dessert, je voulais le goûter, mais c'est vrai que vous m'avez convaincu, c'est magnifique. Oui. Moi, j'avais appris une règle gastronomique, c'était la règle des 3 B. Il faut que ce soit beau, ça l'est, il faut que ce soit bon, ça a l'air, et il faut que ça procure du bonheur. Donc je pense qu'avec avec cela, on y arrive. Essaye. Alors j'ai bien digéré le dessert, mais en revanche un peu moins votre propos sur... Je suis lourd à digérer, moi. Non, mais le gouvernement, M. Macron et le Premier ministre nous avaient dit droit dans les yeux, la vaccination ne sera pas obligatoire. Et finalement, ils essaient de passer par la petite porte à travers ce texte quand même qu'on a découvert il y a 2 jours, qui est quand même de conditionner, d'une manière ou d'une autre, de conditionner à la vaccination l'entrée ou l'autorisation de pénétrer dans certains lieux. C'était quand même ça. D'ailleurs, le texte disparaît et je crois qu'on ne le reverra pas. Mais c'était quand même d'abord anticonstitutionnel. On ne le reverra pas, les juristes. Oui, c'est anticonstitutionnel, d'une part, et d'autre part, c'était quand même une privation supplémentaire de libertés individuelles. Je le disais dans la première heure de cette émission, les Français ont accepté depuis le début. Le confinement, ils ont accepté le port du masque, les gestes barrières, ils ont accepté le couvre-feu, ils ont accepté des fêtes de Noël en format restreint. Si en plus on leur demande demain, vous êtes avec votre épouse, vous allez au restaurant, et puis alors elle n'est pas vaccinée, donc elle n'a pas le droit de rentrer, elle reste dehors. Non, mais qu'il y ait eu une maladresse sur la façon dont le texte a circulé, inimaginable que le gouvernement ait pu penser à cela. D'ailleurs, il s'est rendu compte de son erreur immédiatement. Le test est repoussé pour des raisons diplomatiques. Je pense qu'il sera définitivement enterré, et heureusement pour la liberté des Français. Julien Borosic. Oui, non, je crois qu'il y a pas mal d'amalgames. D'abord, c'était pas anticonstitutionnel sur le texte. C'était simplement je parle de cet article. Pardon. Mais justement, c'était pas ça. C'était le fait que vous ne puissiez pas conditionner ce genre de passeport entre guillemets à partir du moment où tout le monde n'avait pas accès au vaccin en même temps. C'est pas tout à fait la même chose. Simplement, je me répète, vous le lisez évidemment avec le regard qui vous intéresse. Je l'entends, et je pense que oui, ce texte-là est probablement mort-né et sur lequel. Mais une fois de plus, ce que je trouve dommage, c'est que par contre, il faudra qu'on soit capable, je me répète, de travailler là-dessus sur un texte pour préparer l'État à réagir plus facilement. Oui, mais il n'y a pas de véritable solution sur ce vaccin. Soit il est obligatoire, soit il n'est pas obligatoire. Globalement, sur le vaccin, vous ne pouvez pas conditionner un déplacement à la vaccination. Dans ce cas-là, il revient de fait obligatoire. Attendez, la question là-dessus, c'est uniquement, très clairement dit, le vaccin ne sera jamais obligatoire. Ça l'a été dit. Et on l'a toujours répété, ça l'a été dit, c'est une évidence. C'est une évidence. Même pour le personnel soignant, nous ne le rendons pas obligatoire. Donc je crois que là-dessus, on ne peut pas être plus clair. Sinon, on l'aurait déjà mis obligatoire. C'est une manière indirecte de le rendre obligatoire, le passeport vert. C'est pas du tout. Entre guillemets. Très rapidement. Non, mais allez-y. Dans son sens. Enfin, honnêtement, la question du caractère obligatoire de la vaccination, elle est déjà existante sur notre territoire. Vous allez en Guyane, vous allez à Mayotte, vous voulez scolariser un enfant, vous voulez le mettre dans une crèche, il faut déjà vacciner votre enfant. Donc, c'est pas la question. Non, mais si je peux. Les mêmes vaccins. Je termine. Oui, mais si je peux me permettre, vous allez vous faire vacciner sur la fièvre jaune. En gros, on dit que ça va être un peu la même chose, les effets secondaires. L'antériorité n'est pas la même. Allez-y, terminez. Je termine juste pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement.
finalement, et vous avez raison, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'insiste, moi, bien sûr, non pas le caractère obligatoire, parce que ça, il y a des engagements qui ont été pris. C'est pas à moi de les défendre, et de toute façon, c'est pas le cas. Mais c'est pas le débat, parce qu'on a déjà des moments où il faut obligatoirement se vacciner. Aujourd'hui, c'est comme on arrive à convaincre les populations, et c'est possible dans d'autres pays de l'Europe, monsieur Jean-Alain Lacapelle, 95% des gens qui se font vacciner sans aucun caractère obligatoire en Espagne. Donc on a un énorme travail de pédagogie à faire et de conviction. Tout à l'heure, on parlait de théorie fumeuse, de complotisme et tout ça. On a un discours de raison à tenir sur le vaccin, de transparence, de la part des laboratoires aussi, d'ailleurs, à expliquer pourquoi on sort si vite un vaccin, quelles sont les réalités économiques. Nous sommes champions d'Europe dans la défiance. Justement, c'est notre rôle, les élus, les responsables, d'accompagner les populations vers des solutions. Je crois que les Français iront se vacciner. Vous savez quoi ? Quand il y aura un climat, une relation de confiance, quand il y a une relation de confiance avec le gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a une grande partie du gouvernement tout de même. Il y a une crise de l'autorité en général. Le taux de vaccination, on parlait tout à l'heure des vaccins obligatoires. Le taux de vaccination diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, etc. était très faible en France. Nous l'avons rendu obligatoire en 2018. Ça n'a pas créé quelque quoi que ce soit. Au contraire, je peux vous dire, on passait beaucoup moins de temps à faire le tour du bureau dans les cabinets médicaux pour essayer de convaincre les parents qu'il fallait vacciner. Donc attention, mais une fois de plus, nous ne rendrons jamais obligatoire ce vaccin. C'est très clair là-dessus. Par contre, je voudrais insister sur le fait qu'il faut impérativement qu'on puisse progresser dans le taux de vaccination dans notre pays. Globalement, au-delà même du coronavirus. Mais s'agissant du coronavirus, il faut que tout le monde comprenne que plus on sera vacciné massivement, plus on atteindra 60 à 70% de couverture vaccinale dans notre pays, plus on enlèvera les masques, plus on retournera au restaurant. Parce que finalement, ce virus, il atteint particulièrement le mode de vie français à la française, les bars, les restaurants, etc., qui sont fermés aujourd'hui, plus on pourra sortir vite de ça. C'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu sociétal et économique, parce qu'effectivement, comme ça vient d'être dit par mon voisin, effectivement, si certains pays sont beaucoup plus vite vaccinés que nous, parce que les gens se vaccinent massivement beaucoup plus que nous, ils reprendront un mode d'activité normal, entre guillemets, plus vite que nous. Et 2 à 3 mois d'activité économique, c'est majeur par les temps qui courent. Donc je pense que c'est vraiment capital. 1 million de vaccinés aux États-Unis. 1 million de vaccinés aux États-unis déjà. Oui, mais enfin, non. Oui, mais très bien. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ils ont la capacité. Et on avance. Mais ils sont tous en avance dans le monde entier. Tous en avance dans le monde entier. L'Union européenne a négocié 1,8 milliard. D'accord, 1,8 milliard de vaccins. La France va en recevoir 1,2 million. Oui, mais c'est 30 millions de commandes. Mais oui, jusqu'à quand le planning logistique de livraison, j'aimerais beaucoup l'avoir. Ça, c'est le premier point. Moi, je dis qu'il faudra de la transparence. Vous avez raison. Et deuxième point, la transparence concernant justement ces négociations de vaccins. Permettez-moi de vous dire, on parle quand même d'une équipe de 7 négociateurs. On n'en a pas les noms. On parle d'un des 7 qui aurait des conflits d'intérêts avec les laboratoires médicaux. Ça me pose quand même, ça interroge. On parle d'une clause qui intègre dans les contrats. C'est quoi votre méthode ? Dans les contrats commerciaux, on parle d'une clause qui exclut toute poursuite judiciaire en cas d'effet secondaire de la part du vaccin. Est-ce que c'est vrai ? Et je suis député européen, je suis accrédité pour aller consulter, consulter les contrats. Et on m'interdit d'aller voir. On m'interdit d'aller consulter ces contrats. Sur cette question, c'est pas vrai. Sur cette question, moi je dis levons l'opacité. Ce que vous faites. Non, pas du tout. Jean-Alain Lacapelle, sur cette question, les laboratoires, il y a justement des textes européens et les laboratoires sont responsables. Vous avez évidemment. Non mais monsieur, vous avez le contrat ? Parce que je n'arrive pas moi-même accrédité à consulter les contrats. Personne ne les a vus. Bon, en tout cas, c'est grave. C'est vous qui avez un message grave là. Vous évoquez la question de l'obligation de se faire vacciner contre la fièvre jaune. Mais on ne parle pas du même vaccin là. On a une antériorité qui n'existe pas sur ce vaccin. J'étais sur le principe du caractère obligatoire. C'est pas ça le vrai sujet. On ne peut pas mettre ces deux vaccins, vous êtes d'accord, sur le même plan. J'ai compris, mais ça serait le vaccin contre autre chose que ça ne change rien. C'était sur le caractère obligatoire. Il faut sortir ça du débat pour aller sur l'essentiel du combat qui doit être mené, c'est aller convaincre, tout en sans caricaturer d'ailleurs les anti-vaccins. Il y en a, c'est par conviction religieuse, il y en a, c'est par le rapport à la nature, il y en a qui ont le droit de ne pas se vacciner, c'est pas le sujet. Mais on ne pourra pas rester avec un taux de vaccination si faible si on veut
sortir et reprendre une activité normale. Et elle n'est pas qu'économique. La société, elle va mal sur le plan de sa santé mentale. Et donc, il faut trouver des solutions pour que notre communauté nationale, elle se remette en mouvement. Et on ne va pas espérer à chaque fois attendre Noël en se disant tout va bien, on est en famille et c'est la fraternité. On a besoin d'avoir des temps qui se reconstruisent vite. Et la vaccination, c'est un cap qui est donné, c'est un horizon qui est donné à la population. Donc essayons, même si on n'est pas tous d'accord sur la façon dont les choses se fassent, de porter un discours commun là-dessus et d'allons chercher les solutions et d'exiger les contrôles. Je vous rejoins là-dessus. Le laboratoire pharmaceutique, il doit donner la transparence la plus totale, absolue. Et le gouvernement, il doit prendre ses responsabilités. Et les ARS, elles doivent se mettre en marche aussi. Et de même, appuyons-nous sur les territoires, les maires, les médecins traitants. Je mène, moi, 2 mercredis par mois, des campagnes de vaccination dans mon point info santé. On est en capacité de porter des dynamiques territoriales. Et le maire avec le médecin traitant, c'est un couple qui est capable d'aller voir les habitants. Un médecin traitant, on pose sa tête sur son épaule quand on va pas bien. C'est le premier contact en famille, etc. Il faut s'appuyer dessus. Et c'est pour ça qu'on s'appuie dessus, d'ailleurs. Bon, si on mange vous avez un avis sur le vaccin, Jeff ? Non, pas du tout. Ok, très bien. Pas du tout. Moi, je souhaite qu'on puisse revenir dans les restaurants, alors en respectant tout, et bien sûr. Mais c'est vrai que ça commence à faire long. Et nous, on a un hôtel qui est fermé, quoi. Enfin, franchement, c'est. D'ailleurs, financièrement, comment est-ce que. Bon, après, je ne gère pas les finances du groupe, hein, mais c'est pour ça que c'est fermé entièrement aujourd'hui. Donc, depuis le mois de mars, il n'y a pas un seul client qui a mis les pieds au Fouquet's ? Non, depuis le. Ou il a rouvert ? Non, on a réouvert la brasserie du Fouquet's pendant 2-3 mois. Boum, après. Puis on a refermé parce que c'est quand même des établissements qui doivent tourner en entier. Parce que le Fouquet's. Un point mort qui est assez élevé. Je vais dire l'hôtel par exemple. L'hôtel est fermé depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, pas un client dans l'hôtel. Pas un client, pas. Bon. Et on a 150, 200 employés qui sont essentiellement étrangères, j'imagine. En plus. Exactement. En plus. Et puis qui viennent pour l'ensemble du service. Bon, si on n'a pas le talent pour faire une bûche de Noël, qu'est-ce que vous proposez comme dessert pour Noël, pour le réveillon, à part ces 2 magnifiques bûches? Alors ça, c'est toujours des questions un peu délicates. J'ai plein de confrères, donc non, il y a des bonnes pâtisseries, comme chez Yann Couvreur, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, qui fait des trucs très bien. Enfin, il y a plein de pâtisseries. Je peux pas trop me prononcer. Si j'en cite un, je dois tous les citer parce que non, on a quand même de quoi faire à Paris. Alors on a fermé les hôtels, mais on a la chance d'avoir pu garder les pâtisseries. Non, juste donner quel autre gâteau, un gâteau, quelle autre pâtisserie on peut faire pour Noël? Pour pâtisserie pour Noël, mis à part Clafoutis, ça n'avait pas trop Noël, mais non, je dis c'est dur en plus à cette époque. Non, il y a des petits financiers, les financiers ça passe très bien. C'est tout ce qui est toujours pareil, tout ce qui est cake, moelleux. Moi j'aime bien. C'est biscuits de Noël, c'est spritz là, vous savez, à l'amande, ça fait plus biscuit, mais voilà. Enfin, heureusement qu'il y a encore ces fêtes là et qu'on a quand même remarqué que la clientèle était demandeur là. Ce matin, quand on a ouvert les portes de la pâtisserie, il y en avait quand même pas mal qui venaient chercher leur. Bon, celle-là, en tout cas, vous allez les laisser là. C'est pas une question. Exactement, juste pour avec plaisir même. Voilà. Merci en tout cas. Enfin, on est invité déjeuner. D'être venu sur ce plateau. Moi, je vous souhaite un magnifique réveillon. On pense à ceux aussi qui n'ont pas la chance de le fêter en famille un peu partout dans le monde et tous ceux qui vivent le deuil ou tout simplement, passe une période très triste. Voilà. Restez bien avec nous sur CNews. L'info se poursuit. Très bon réveillon à tous et on se retrouve demain, même heure, même endroit.